Donc moi, je suis plutôt un spécialiste, on va dire, de la vision hein, par ordinateur. Et donc, dans le grand champ de la vision par ordinateur, il y a plein d'applications aujourd'hui qui deviennent de plus en plus critiques, comme évidemment la conduite autonome. Et donc, forcément, il y a des questions afférentes d'explication de qu'est-ce qui se passe ou de comment décrire, est-ce qu'on est sûr que ça marche bien comme on veut, etc., qui se posent. Donc, évidemment, globalement, on essaye d'avancer des pierres et d'être capable de décrire les systèmes qu'on construit le mieux possible pour donc à plein de niveaux. Hein. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que voilà. Ok. Donc à plein de niveaux, ça se pose. Par exemple, ce matin, on explique à qui on doit expliquer le système. Sur les voitures, c'est très net. C'est pas la même chose. On essaie d'expliquer comment marche le système à des développeurs, des gens qui essayent d'améliorer notre système après, que si on parle à un utilisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la voiture et qui regarde sa voiture qui roule tout seul. Donc là, peut-être le type d'explication et la confiance qu'il peut avoir dans le type d'explication qu'on donne ne sera pas du tout de même nature. Et puis, il y a même aussi un niveau typiquement légal, hein, au niveau des autorités, où là, ils veulent pouvoir savoir si on peut lancer des voitures autonomes. Et donc là, les explications qu'on peut donner sur comment marche le système, ça peut être encore un autre niveau qui les intéresse. Donc, il y a plein de façons, disons, d'aborder, grosso modo, ces choses-là. Donc, moi, tout ce que je vais dire, ça sera très imprécis. Hein. J'ai entendu, ça m'a presque rassuré ce matin qu'au moins, il n'y a pas de consensus sur les définitions et sur les différentes acceptions selon effectivement, typiquement, les modèles, hein, même si, pas croire non plus que c'est n'importe quoi. Hein. Je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui réfléchissent sur le type d'utilisateur qu'on va avoir, là, avoir des définitions d'un coup beaucoup plus précises et sérieuses sur ce qu'on cherche à présenter. Voilà, alors juste forcément, puisque l'idée, bon, je te remercie de m'avoir invité pour en parler, c'était un petit peu de regarder quand même grosso modo dans la vision, ce qu'on va appeler perception pour la conduite autonome. Juste donner un tout petit panorama un peu historique, mais qui n'est pas sans lien avec évidemment l'explicabilité qu'on peut avoir sur ces systèmes. C'est que donc, historiquement, les systèmes, c'était des systèmes qui étaient très, très modulaires, même modulaires, où donc on était capable d'isoler et d'identifier bien un certain nombre d'interfaces, un certain nombre de capteurs, un certain nombre de tâches bien définies. Chaque tâche étant bien définie, elles sont combinées les unes aux autres pour fabriquer en fait la machinerie complète. Donc ça a vécu, ça a fait plein de choses, ça a occupé aussi les compétitions, les projets européens, etc., pour aller vers des choses qui soient de plus en plus opérationnelles, hein, c'est-à-dire se rapprocher du fait qu'on va donner vraiment le volant à une machine. Hein. Donc, il y a eu des choses, il y a des tests. Après, la question, c'est, OK, ça marche dans un désert, s'il n'y a pas trop, si la route est à peu près bien définie, qu'est-ce qui se passe si on va sur une vraie route et qu'est-ce qui se passe s'il y a des vrais gens sur la route, le problème devient d'un coup à la fois plus compliqué et beaucoup plus critique, évidemment. Et dans le même temps qu'arrivaient en fait ces problématiques, on va dire dans les années 2000, hein, 2000 et 2010, sont arrivés le renouveau des réseaux de neurones, on va dire, des réseaux de neurones profonds pour la vision, mais pas que. Hein. Ça a été précédé, je dirais, par l'audio. Hein, les premiers grands succès, disons, des systèmes deep, c'est plus Siri-like que Vision-like, mais voilà, on suivit de très près en fait donc toute cette grande machinerie des systèmes donc à base de réseaux de neurones profonds qui amènent des choses qu'on appelle du coup, on préfère par rapport à justement cette ultra-modularité dont je parlais avant, une espèce de end-to-end, c'est-à-dire des systèmes où en fait tout est connecté, les différents blocs les uns aux autres de manière plus ou moins opaque. Bon. Et du coup, à la fin, ce qu'on voit vraiment, c'est une entrée, une sortie, okay, donc, mais ce qu'il y a à l'intérieur peut apparaître. Alors, quand on est spécialiste de deep learning, c'est moins vrai, mais voilà, quand on n'est pas spécialiste de deep learning, ça peut apparaître comme effectivement une grosse boîte noire, là, une grosse black box, et où tous les détracteurs de deep learning vous diront que c'est catastrophique parce que personne ne sait ce qui se passe là. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 10 ans, allez, on va dire, personne ne savait, encore, c'est pas
c'est pas vraiment vrai, mais depuis 10 ans, tout le monde ouvre la boîte pour comprendre ce qui se passe, de plein de façons, d'accord, pour améliorer aussi ces systèmes, les rendre de plus en plus performants, mais aussi certainement plus explicables, plus compréhensibles, plus interprétables. En tout cas. Bon. Ceci étant dit, 2016, les gars, ils ont été dans une voiture, hop, ils ont ouvert la boîte, ils ont dit, OK, on prend la caméra qui est devant, on roule, on voit ce que le type fait. Hein. Nous, on a donc les entrées et les sorties. On a plein d'entrées. Du coup, on va rouler pendant 3 jours. On a plein d'entrées, plein de sorties. Et nous, on va apprendre la fonction en mettant un gros réseau de neurones au milieu qui me dit, du coup, pour une entrée donnée, hein, qui sera une ensemble de vues. Alors, ce n'est pas juste une vue, mais intégrer donc, un petit horizon temporel. Quand est-ce que je tourne à droite, que je ralentis, que j'accélère. Voilà. Donc, je fais la commande. Donc là, c'était le cas extrême, très méchant. C'est forcément NVIDIA qui a proposé ça. D'accord, c'est ceux qui font les cartes qui sont dédiées pour faire du deep learning, qui s'intéressent à la voiture. Ils ont dit, ben voilà, c'est bon, le problème de la voiture autonome, c'est réglé. Bon gros deal, vous nous le donnez, on s'entraîne avec les données. D'accord. Voilà. Bon, c'était évidemment. On va voir que ça ne marche pas forcément si bien, mais bon, au moins, ça avait l'intérêt de dire, wow, on peut faire des choses, regardons ça un peu sérieusement. Donc, du point de vue vraiment des systèmes qui vont faire la navigation autonome, évidemment, il y a plusieurs composantes. Hein. La première composante qui reste, qui est très importante, c'est avec quoi on voit. Qu'est-ce que la machine elle a pour voir, pour conduire, en fait, quels sont ses capteurs. Et on peut être convaincu qu'on va faire des machines qui vont conduire beaucoup mieux que nous, dès lors qu'on comprend que les yeux qu'on peut mettre sur la machine sont bien plus performants que les yeux qu'on a nous. Donc déjà, si on se dit ça, on peut dire, waouh, si la machine, elle voit beaucoup mieux que nous, elle a 24 sur 10 à chaque œil, et elle a 36 œils, et puis en plus, elle a une perception automatique de la profondeur, etc. Ben, c'est bon, c'est gagné. Donc ça, c'est vrai, c'est à peu près vrai. On fait des systèmes aujourd'hui qui sont imbattables. Hein, simplement, quand on compte juste le tarif, juste en comptant les différents capteurs qu'on a mis sur la machine, on se rend compte que la machine vaut 3 millions d'euros et que bon, ben là, on va avoir du mal à la vendre à 10 000 euros pièce. Okay, donc, on peut gagner à partir du moment où on fait des capteurs beaucoup plus grands, beaucoup plus grande unité, on sait comment gagner. Mais malgré tout, bon, il reste un peu ce bottleneck qui dit, bon, on veut quand même simplifier, pas avoir trop de capteurs d'entrée, des capteurs cheap le plus possible et essayer quand même d'avoir un système qui fonctionne. D'accord. Voilà, je reviendrai là-dessus. Après, représentation des inputs et éventuellement des données intermédiaires, c'est très important dans le choix des choses. Et les points cruciaux sur lesquels je vais pas mal discuter aujourd'hui, c'est évidemment comment on entraîne ces machines, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'entraînement, quelles sont les données, les datasets, et du coup, à partir de ces datasets, que ce soit par simulation ou que ce soit avec des données réelles, on va rouler des voitures ou autre, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces datasets. Donc, on va pouvoir dire plein de choses et ça va quand même concerner la capacité à expliquer au moins les comportements de ces systèmes. Hein. Je ne parle pas forcément d'explication en général, mais expliquer le comportement du système. Voilà, si d'un coup, le type d'image, les choses qu'il voit ne correspond pas aux choses qu'il a vues par l'apprentissage, on va voir que ça peut expliquer des drops, des pertes de performance extrêmement importantes, mais on sait d'où elle vient et du coup, ça peut aussi donner des idées sur comment elle conduit. Bon, voilà, donc il y a plein de grands compétiteurs, hein, évidemment, qui s'intéressent à ça. Ici, vous avez une vue du Waymo, donc de comment ça se passe quand on essaie de faire du planning, en fait, hein, c'est-à-dire prédire le mouvement en fait, du véhicule dans lequel on est. Il faut quand même, pour que ça marche bien, être capable de regarder tout ce qui se passe autour et pour tous les éléments qui sont dans le champ dans lequel on pourrait aller nous, regarder si dans les 10 secondes qui viennent, ils vont pouvoir pénétrer dans ce champ-là et donc perturber mon champ dans lequel moi je peux rouler. Hein, c'est pas la chose la principale, c'est toujours savoir si par rapport à un plan que j'avais défini, je vais pouvoir continuer à avancer à cette vitesse-là, de cette façon-là, et que je ne vais pas avoir ici un piéton qui est modélisé là, qui va traverser, et que donc je fais une prédiction qui va traverser là dans les 10 secondes, et que moi, en fait, je suis en train de rouler, et que j'arrive à rouler dans les 10 secondes, il faut que j'agisse, il faut que je fasse des choses. Okay, voilà, et ça, c'est donc l'autre concurrent, c'est Tesla, enfin les deux qui agitent beaucoup
au moins la tutosphère. Hein. Et après, c'est intéressant de voir un peu les choix technologiques que ces deux grands mastodontes ont fait. Donc Waymo, c'est Google, en fait. Hein. C'est l'entité de Google qui s'occupe du véhicule autonome. Et Tesla, donc c'est les voitures de Elon Musk. Enfin, c'est la société d'Elon Musk qui s'occupe des voitures d'abord électriques, mais qui développe en même temps, qui vend ces voitures électriques, de l'aide à la conduite. Hein. Donc là on a toujours un conducteur dans la voiture, mais on essaie de lui proposer des services d'autopilote de plus en plus évolués. Donc ça suit la législation en vigueur. Hein. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller se coucher derrière, mais on peut très bien activer un mode où en fait il roule tout seul, hein, même si on doit rester devant et être capable de reprendre la main à n'importe quel moment. Okay. Donc les choix technologiques sont assez importants, qui sont différents entre les deux et qui quand même donnent des idées sur ce qui se passe après. C'est que, bon, alors, il y a déjà un choix où chez Tesla, il n'y a pas de lidar, donc il n'y a pas de capteur de profondeur direct actif. Donc ça, c'est une chose. Donc ça va être basé que caméra, radar et autre chose. Et encore, dans les dernières versions, en fait, ils essaient de simplifier et de dire on va faire que des caméras. Voilà. Ça, c'est l'option très, très tendue prise par Tesla. C'est un sacré pari aujourd'hui. Voilà. Et à l'inverse, donc, du coup, le positionnement de Tesla, c'est très peu, enfin, on va dire très peu de capteurs, mais ça va être beaucoup de données. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur leur flotte de voitures Tesla et tous les utilisateurs, dès qu'ils activent le mode, eux, ils peuvent décider de récupérer ou pas, ça dépend des législations en vigueur dans différents endroits, récupérer toutes ces données. Et avec ces plans, voilà. Donc on a finalement une option, peu de, enfin disons des capteurs plus simples, mais un framework d'apprentissage monstrueusement développé. Ça c'est l'option. Et qui passe à l'échelle. Plus ça va, plus ils ont les données, plus ils en récupèrent, plus ils en traitent, et il n'y a pas de problème. Ils mettent en place la plateforme pour passer à l'échelle, un peu comme Google a mis Hadoop au point quand ils ont dit il faut scaler sur la planète quand on va gérer nos fichiers, nos années données. D'accord? Donc, eux, ils sont sur cette stratégie qui est très, très intéressante, pertinente. Il faut voir si c'est elle qui va gagner. Pour le moment, là, le vent en poupe par rapport à la stratégie Google qui a préféré simplifier le problème. Il a dit, OK, on va résoudre la voiture autonome, et nous, on va faire ça à Denver, à Phoenix. On va définir un périmètre de 5 km² au centre de ces villes-là où il n'y a jamais personne, il fait toujours beau, etc. D'accord? Là, on va faire rouler des véhicules, on va avoir une connaissance, un mapping prédéfini de l'environnement ultra précis. Chaque trottoir, tout ça, c'est dans des cartes et tous les véhicules sont entièrement géolocalisés. Donc, à chaque fois que vous placez un véhicule, paf, tout ça est là. Les routes, les roads, où est-ce qu'il est, etc. Voilà. Ça, évidemment, à l'échelle de la planète, c'est plus compliqué à avoir. Donc, il y a un problème de scalabilité là-dessus. Et puis, en revanche, là, on met des super lidars qui coûtent très cher. Mais voilà, on a du gros capteur, un environnement qui a été simplifié du coup énormément, et on dit là, nous, on peut opérer là-dessus, et on va essayer de grandir à partir de là. C'est sur une autre ville, un autre truc, donc complexifier le problème. Donc c'est Small World pour simplifier le problème et avoir une solution qui marche là-dedans, et essayer de voir si ça peut s'étendre. Voilà. OK, alors, du point de vue l'architecture de ces systèmes, hein, ça, je prends par exemple, c'est un peu un extrait, disons très haut niveau de l'architecture de type. Ça marche? Architecture de type un peu Tesla, mais enfin, on va retrouver un peu tout ça. Il y a plein de caméras, ça c'est au départ. Il y a plein de gros deep. Hein, donc là, c'est du deep learning. Donc c'est un peu comme les contenets, comme vous avez vu ce matin, sauf qu'ils sont un peu optimisés. C'est des RedNet qui se branchent les uns avec les autres. Il y a plusieurs manches ensemble pour récupérer des features ici qui sont en général, on dit multi-échelle, donc agrègent des informations à plusieurs échelles de la vision première. C'est fait sur chacune des caméras. Chaque truc comme ça, c'est des gros réseaux hein, qu'on a beaucoup entraînés sur des très grosses bases d'images dans la communauté. On a testé des milliards de possibilités de tout ça pour faire de la classification, de la détection. Donc ça fait partie des effectivement, ça a été mentionné ce matin, hein, des off the shelf top convenet développés par la communauté depuis 4-5 ans. Donc voilà. Eux, ils y vont. Donc, c'était Carpati hein, qui était cité ce matin, qui est
le gars qui gère l'autopilote de Tesla, qui a dit on prend les meilleurs trucs, hein, on les applique partout, donc ils font ça ici. Après, il y a une énorme étape où il faut fusionner l'information qui provient de toutes les caméras, donc ça c'est souvent quelque chose d'assez critique dans ces systèmes-là. C'est aussi fait à base de transformers, donc ça c'est un peu le dernier cri de ce qu'on fait en images et en texte, en fait, qui permet de mixer de façon extrêmement efficace des informations qui vont provenir des différentes caméras pour plonger tout ça dans une espèce d'espace un peu plus abstrait, d'accord, sur lequel on va retrouver un peu comme si vous voyez une vue de dessus, comme si d'un coup on avait une vue de dessus de ce qui se passait, et pouvoir manipuler du coup les différents objets, les différentes lignes, les différentes à partir d'espaces intermédiaires comme ça, sur lequel on va être capable de travailler et de lancer d'autres types de types, comme du planeur ou du contrôle. Donc, il y a plein de choses. Mais aussi, c'est un peu caché là, l'intégration vidéo, en fait. Hein, ce que je vous ai dit, c'est frame par frame. Et en fait, tout ça est intégré, parce que la voiture, elle avance, et on va prendre X images par seconde. Et le pipeline, il est cohérent. À chaque fois, il y a cette intégration temporelle aussi qui existe quelque part par là. Et ici, en général, il y a plein de têtes qui vont vers ces espaces-là. Plein de têtes, ça veut dire chacune est dédiée à des tâches particulières. Moi, je détecte les camions, moi, je trouve le traffic sign, moi, je fais ça, etc. On peut avoir, maintenant, c'est intéressant, dans ces archives-là, il y a toujours discussion, est-ce qu'il faut avoir des choses, des gros dips tous différents, ou un premier corps un peu complet qui partage toute une information et qui se sépare après en différentes têtes. Le tout, à la fin, il faut entraîner tout ça. D'accord. Et c'est le fameux end-to-end. Il faut quand même avoir une espèce d'entraînement complet, voire recouplé avec le reste, etc. Ces réseaux-là, on pense, on n'a pas les chiffres parce que ça, Tesla ne communique pas dessus, mais il y a plusieurs milliards de paramètres. Hein. Sur un DIP comme ça, ce n'est pas un DIP où il y a 1000, 2000, 100 000, 1 million de paramètres, il y a plusieurs milliards de paramètres. D'accord. Donc, il faut beaucoup de données. Qui dit beaucoup de paramètres va dire aussi beaucoup de données pour entraîner ces réseaux. C'est toujours un peu, pas forcément proportionnel, mais en tout cas, c'est à mettre en relation. Okay. Bon, voilà. Donc, évidemment, donc, tous les challenges de perception, ils viennent de partout. Hein, j'ai mentionné, si j'ai plusieurs capteurs, il faut que je fusionne. Il y a des problèmes ici. Il y a de l'intégration à la fois 3D et temporelle. C'est-à-dire ce qu'on regarde, c'est une scène qui est 3D et qui change dans le temps. Donc, toute cette intégration, elle n'est pas du tout évidente. Il y a tous les aspects de learning. Donc, ça, je vais donner tout de suite un aspect intéressant aussi du point de vue, en tout cas, de la compréhension des réseaux et à quel point c'est important de faire attention à ces problèmes de learning avant d'aller sur des choses plus, un peu comme ça a été déjà un peu discuté ce matin, de regarder un petit peu, tiens, quand je fais l'explication sur un DIP, qu'est-ce qui peut se passer, comment je peux, si ce n'est ouvrir la boîte, ou moi regarder comment les entrées bougent en fonction des sorties, des choses comme ça. Hein, je vais reprendre un peu et je vous donnerai aussi 2 use cases un peu qu'on a développés qui sont un peu rigolos, donc qui sont originaux, on va dire, dans ce contexte-là. Okay. Donc, premier aspect, juste pour dire à quel point les données, c'est important et comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, quand on veut, du coup, comme je l'ai dit, entraîner ce genre de système, il faut qu'on ait des données. Donc, il faut qu'on fasse rouler, par exemple, des véhicules. Voilà, on fait la simulation, on verra. Donc, il faut acquérir des données avec à chaque fois les informations qu'on veut faire, c'est-à-dire si on doit avancer, tourner à droite, etc. Il faut à la fois les données brutes des entrées et connaître les sorties, récupérer tout ça, fabriquer des énormes datasets qu'on appelle du coup supervisés, c'est-à-dire pour lesquels on vous donne l'entrée et la sortie, et on essaie de apprendre la fonction qui va au milieu pour toujours donner la bonne sortie par rapport à l'entrée qu'on a présentée sur l'énorme corpus de données qu'on a fait. Bon. Oui. Vous dites des super datasets en supervisé. Ça veut dire qu'on a pris un bon conducteur comme. Non. Alors, non, super data, super, c'est super bon. Super dataset. Alors, non, ça ne regarde pas tellement, effectivement, en général, alors, enfin, quoique ça dépend des. Enfin, ça peut être un problème qui est analysé en particulier, les types de conduite qu'on a. Tous les conducteurs ne conduisent pas pareil, donc l'analyse du comportement et le type de comportement qu'on veut chercher à imiter est parfois transformé. Okay.
Voilà. Déjà, les problèmes qui peuvent se poser avant d'aller même dans cette finesse de comment chacun conduit et un peu d'essayer de prendre en compte différents comportements au volant. Ce qu'on sait, c'est que si on s'entraîne avec des données qu'on va appeler d'un domaine source, en fait, donc tout training va être fait bon, bah, par exemple, voilà, ici à Paris, dans la journée ou je ne sais pas quoi, et que finalement, on a entraîné notre système et on veut le déployer au Canada en hiver, on va avoir des données d'entrée qui peuvent ressembler à ça. Et donc, en fait, ce fossé, ce gap qu'il y a entre finalement les apparences des changements des inputs, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est bien connu dans tous ces modèles de learning comme étant des shifts de distribution qui créent un gap, un fossé en fait finalement entre ce que le système voit quand il s'entraîne et ce que le système voit quand il est tout seul après pour donner ses décisions. Bon. Il y a un paradigme très simple en machine learning, c'est que normalement, enfin, tout a été tiré de façon indépendante, donc normalement, tout doit suivre cette même distribution jointe. Voilà, dans les faits, dans le monde réel, une fois qu'on déploie des systèmes dans le monde réel, ça n'est plus vrai. On n'est plus dans une approximation de ce modèle. Donc, c'est typiquement ça qu'on voit qui peut être pris en compte ici. Par exemple, avec le temps, le changement de weather, mais il y a aussi, donc, pardon, le temps dans la journée. Voilà. Donc, si j'ai pris mes images de jour, j'ai une image de nuit, c'est quand même assez différent. Si je me suis entraîné à Paris, je vais me tester par exemple à Tokyo, je peux avoir des surprises en fait. Et là, on a eu par exemple, moi ça m'est arrivé, beaucoup plus de surprises que ce qu'on croyait. Et en fait, parce qu'il y a des petites choses qui changent. En fait, les voitures ne sont pas carrées tout à fait de la même façon. Les trottoirs n'ont pas exactement la même hauteur. Les matériaux, en fait, n'ont pas exactement la même réflectance. Il y a plein de choses qui peuvent vraiment complètement chahuter, disons, les modèles entraînés, beaucoup plus, enfin, perturber les modèles entraînés beaucoup plus qu'on croit. Bon. Il n'y a pas que ça, il y a bien sûr les capteurs. Donc, si on s'est entraîné avec des caméras qui sont d'un certain type, on prend des caméras d'un autre type, bon là c'est caricatural, mais ça joue, c'est pas la même résolution, c'est pas la même sensibilité, etc. Ça peut jouer. Voilà. Et évidemment, l'autre exemple qui est très important dans ce contexte-là, quand même beaucoup, c'est s'entraîner sur des données synthétiques. Donc, très bien, on prend un jeu vidéo, il y en a plein, GTA 5, on en a beaucoup, je ne sais pas quoi. Okay. Et du coup, alors pourquoi on aime beaucoup? Parce que c'est gratos la notation. D'accord. Là, je n'ai pas besoin de mettre des gars et de dire tu dois m'annoter 1 million d'images. Je les ai automatiquement puisque le jeu me génère aussi bien les vues que les connaissances des objets qu'il manipule. Donc, pour n'importe quelle image, je peux avoir la segmentation pixel des différents objets. Donc ça, c'est évidemment l'énorme truc qui pousse tout le synthétique et essayer d'exporter après dans la vraie vie, enfin sur des images réelles. Voilà. Et si on peut essayer de travailler sur ce gap, de réduire ce fossé, sans pour autant avoir ici des images annotées dans le monde réel, on est très content. Okay. Donc, c'est une vraie question. Si on ne fait pas, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention, vraiment, on entraîne un système, par exemple, et ici, donc ça, c'est une problématique de pas de classification, comme vous avez vu ce matin, c'est une problématique de segmentation, mais ça revient de la classification, mais par pixel, d'accord. Donc, vous avez un certain nombre de classes qui sont données ici, et là, par pixel, vous voulez dire à quelle classe appartient ce pixel. Est-ce que c'est un pixel d'un objet voiture, est-ce que c'est un pixel d'un objet arbre, végétation, etc. C'est un nombre de classes qui sont prédéfinies, et après, on bouge pixel, d'accord. Bon, j'ai pris mon système, j'ai très bien entraîné, là, je me suis pris 1 million d'images, tac, c'est bon, il marche, je le teste là-dessus. Donc, quand je le teste en jouant à GTA 5, cartonne, enfin, les segmentations sont très très bonnes, c'est ce genre-là. Et puis, donc, si je veux m'en servir pour aller conduire, là, il me dit qu'il y a une grosse, il y a par exemple une grosse voiture, alors que dans l'image, c'est celle-là. Et pour cette image-là, il me dit que tout ça, c'est des pixels de voiture, donc c'est embêtant. Typiquement, là, il va s'arrêter alors qu'il n'y a rien. OK. Et donc, on peut dire voilà, qu'on a en tout cas compris que ces systèmes ne sont pas robustes à des changements de type de données entre le train et le test, et que ces changements de type de données, on sait identifier certaines grandes catégories, comme par exemple passer de synthétique à image réelle, ou passer d'image réelle de jour à image réelle de nuit, ou de jour ensoleillé à pluvieux, etc. Tous ces problèmes
C'est bien connu, on essaye de batailler avec. Pour faire quoi? Pour essayer de quand même avoir un modèle qui finit par être robuste s'il a été appris 2 jours et que je teste de nuit, hein, par exemple, ou toutes les différentes modèles. Et un moyen, une des choses qui a été vraiment pensée dans ces systèmes, qu'on pourrait dire un peu plus performant by design, en tout cas, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui se passe si j'entraîne le même système, mais j'essaye de lui dire qu'en plus, je lui donne des images telles qu'il aura en test. Donc, je lui fournis non seulement toutes ces données avec les labels, parce que ça, c'est gratos, comme on a dit, mais en plus, parce que ça coûte quand même pas cher, je lui donne juste des images de là où il doit être testé. Donc, par exemple, imaginons on doit le déployer à Paris. Voilà, j'ai lui filé une batterie d'images de Paris. Pour qu'il essaye de comprendre quand même ce que c'est que les entrées, le type d'entrée qu'il va avoir en plus, en vrai, quand il va devoir travailler tout seul, une fois qu'il aura été entraîné. D'accord ? Donc, c'est une information supplémentaire qui particularise le système, hein, c'est-à-dire qu'après, ce qu'on espère, c'est que le système sera très bon quand je vais le faire tourner à Paris. Hein, ou si j'ai pris jour et nuit, là j'ai des images de jour et je me mets des images de nuit ici, hein, avec les labels là. Pareil, je vais lui donner des images de nuit pour lui dire attention, il faut en même temps que tu essaies d'être bon où tu comprennes que les images que tu auras dans le test, quand tu vas être déployé, ça sera des images. Okay. Bon, donc, du coup, ça s'appelle unsupervised. Domain adaptation, c'est grosso modo cette problématique. Et unsupervised, parce qu'on lui donne des images, mais il n'y a pas de supervision. Okay, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas des labels, on lui donne brut. Et ça ne coûte pas cher, une fois de plus. Hein, okay. Vous m'envoyez quelques images de Paris et je vais vous dire ce qui se passe. Bon. Donc, si on reprend, on a. Alors, ça représente le gros DIP, hein, plus ou moins gros, que j'essaie d'apprendre, qui va faire une segmentation, donc qui va me fournir des cartes qui correspondent grosso modo à ce genre de choses. On peut voir qu'on a plusieurs cartes superposées. Quand je le fais sur ma source, ça me donne ça. Si je fais brutalement sur ma target, ça me donne ça. C'est ça qu'on a vu. Hein. Et donc, l'idée, la grande idée de ces modèles-là, ici, c'est faire de l'alignement, en fait, de ce genre de cartes et de celle-là. C'est-à-dire, on va juste dire statistiquement, par exemple, on veut que statistiquement, les cartes que je produis ici et les cartes que je produis ici, elles se ressemblent. Donc ça, c'est un truc qu'on sait très bien faire maintenant en apprentissage adversaire. C'est-à-dire qu'on va rajouter ici un méchant, un discriminateur, qui lui, en fait, peut recevoir une image ou l'autre en entrée, d'accord? Et lui, il sait que ça, c'est une image de la source et que ça, c'est une image de la target, d'accord? Et lui, il essaie de classer ça. Et l'autre, en fait, tout ce que nous, on fait, c'est qu'on essaie de le tromper le plus possible pour qu'il ne puisse pas distinguer entre une image de la source et du target. Donc, en fait, là, ça veut dire que votre gros machin, il est en train d'apprendre non seulement, alors, ça se représente de plein de façons. Voilà. L'apprentissage, on l'a changé un peu. Avant, si vous regardez avant, on n'avait pas ce genre d'image. Quand on entraînait le système, on n'avait que cette boucle-là. Je ne sais pas si on me voit bien là-bas. Ouais, ça va. OK. Donc, on n'a que cette partie-là. C'est le truc classique, supervisé classique, comme on a vu. On est sur notre source, on a les images, on a une loss, on entraîne le système à donner les sorties qui correspondent exactement à la sortie qui est attendue. C'est OK. Mais si on dit aussi en même temps attention à ces images-là, on va lui dire comment tu fais attention à ces images target. C'est quand tu rentres et que tu as une sortie des cartes, OK, je veux que les cartes, ou le genre de cartes, on a fait un truc un peu plus évolué qu'on a ici, que ce soit pour une image de celle-là ou de celle-là, il faut qu'en fait, le gars qui est derrière, qui va arriver ici, qui est l'adversaire, lui, il ne soit pas capable de trouver la différence entre les deux. Okay, donc, on a une espèce de combat, du coup, hein, c'est le combat typique entre le générateur qui, lui, génère des cartes qui doivent être indistinguables et un discriminateur qui arrive après et qui, lui, prend ses cartes en entrée et qui, lui, s'entraîne à les distinguer tout le temps. D'accord ? Donc, à la fin, évidemment, ce qu'on veut, c'est que ce soit lui qui gagne, le générateur, le discriminateur, on n'a rien à faire, okay, puisqu'on sait qu'on sera avec des images target à la fin. Mais ce que ça permet quand on fait ça, hein, c'est typiquement d'avoir des profils qui vont… donc, ça, c'est un modèle sans adaptation. Ça, c'est un modèle avec le type d'adaptation que j'ai mis. C'est-à-dire que les cartes que vous produisez ressemblent beaucoup plus. En tout cas, on voit bien statistiquement, c'est beaucoup moins bruté, il n'y a pas des petites choses. On est beaucoup plus dans une ambiance qui va nous dire juste la distribution statistique de ces images, elle est comme celle pour la source. Voilà. D'accord ? Donc, voilà un deuxième exemple. Et on peut voir même, j'ai une petite vidéo qui montre la différence. Alors,
bon, il y a eu différents travaux pour faire ça. Nous, on s'était basé plutôt sur ces informations-là, mais d'autres équipes ont travaillé directement sur les cartes de. Voilà. Ce qu'on voit, et que vous allez voir, c'est ici, vous allez avoir la vidéo originale, la carte de segmentation sans ce type d'adaptation. C'est le même réseau, mais nous, dans les systèmes qui font l'adaptation, il y a des losses supplémentaires qui contrôlent un petit peu la régularité du réseau différemment. Donc, on apprend le même réseau, mais il ne va pas converger vers les mêmes poids. Okay. Nous, on va essayer de converger vers des poids qui vont nous assurer que ces sorties, elles se ressemblent de la source sur la target, elles soient plus homogènes, donc de fait aussi contrôlées pour très très bien classer comme sur la source, donc soit à la fois très performantes et en même temps indépendantes du domaine. Okay. Donc, on a intégré l'information du deuxième domaine grâce à cet artifice ou cette régularisation du problème de learning. Et donc là, vous avez la vidéo avec, donc, sans solution, sans adaptation, avec solution. Avec adaptation, par rapport à la vidéo qui est là. Et donc, vous pouvez rouler, faire des choses comme ça. Après, on peut faire de l'intégration temporelle pour nettoyer un peu plus. Voilà. Et vous voyez que c'est beaucoup plus. Ça, c'est inutilisable. Ça, on peut commencer à l'utiliser. Après, il y a des confusions entre certaines classes qui peuvent être évidemment typiquement la route et le trottoir quand on a affaire à des trottoirs un peu de trait comme ça. OK? Mais voilà, ça, c'est pour donner une idée de. De comment on peut en fait prendre en compte, y compris pendant l'apprentissage, donc la nature des données, les différences qu'on peut observer entre les trains et les tests, le déploiement, c'est vraiment toutes les méthodes aujourd'hui, elles travaillent forcément là-dessus sur et reboucler, réentraîner les systèmes, aller chercher les cas tordus, les cas difficiles, donc sur le véhicule, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire énormément. Et c'est pour ça que la stratégie Tesla, dont je parlais tout à l'heure, qui est de passer à l'échelle sur les données, c'est de récupérer au fur et à mesure tous les cas. Donc, ce n'est pas juste les gens roulent, mais en fait, ce qui est très, très bien en fait, quand on fait rouler des milliers de gens, c'est que de temps en temps, ils reprennent le main. D'accord? Parce qu'il y a un problème. Parce que la machine, il ne l'achetait pas, ou que le mec, il n'est pas content, et donc, ils reprennent le main. Et ça, c'est une information extrêmement précieuse, parce qu'on sait que c'est un cas qui est difficile, ce qu'on peut appeler un corner case éventuellement, c'est-à-dire un cas que d'un coup, on ne sait pas traiter. Et donc, on peut avoir des annotations gratos, une fois de plus, parce que là, on va voir ce que le mec fait. Donc, Tesla, en tout cas, peut bénéficier, quand il récupère ces données, d'annotations extrêmement précieuses sur tout un tas de cas qu'on n'avait pas vus, qui n'avaient pas été nécessairement pris en compte avant. Et donc, on a des cycles comme ça de learning où on va réentraîner ces systèmes en ajoutant petit à petit ces cas, ces domaines, etc., sur le gros système qu'on a vu. Okay. Voilà, bon. Donc, on peut toujours faire plus. Bon, il y a un autre cas qui est aussi rigolo, enfin, non, c'est pas rigolo, qui est intéressant, que je n'ai pas décrit, c'est qu'éventuellement, les classes peuvent changer. C'est-à-dire que quand je roule à Paris, j'ai des voitures, j'ai des vélos, voilà, mais a priori, j'ai peu ou pas, donc en général, on n'a pas des tuk-tuk. Voilà. Si je prends ma voiture et que je vais donc on a des bases comme ça, où d'un coup, il faut qu'on déploie ici en Inde, il y a plein de tuk-tuk. Okay. Et donc, du coup, ça veut dire que la sortie que le système doit, l'image, la sortie associée, vraiment, c'est un tuk-tuk. Donc, il m'a trouvé que ces points-là, ça serait la notation parfaite, d'accord, ça appartient vraiment à la classe tuk-tuk. Alors là, si pendant l'apprentissage, il n'a jamais vu d'image de tuk-tuk, c'est compliqué pour lui. A priori, même si on ne fait rien, c'est impossible qu'il invente des tuk-tuk. On n'a jamais dit ce que c'était qu'un tuk-tuk. Okay. Donc, il y a plein de façons. Et en machine learning, on aime beaucoup ça s'appelle zero shot learning, où on essaye d'inférer en donnant des connaissances annexes, mais pas d'images, mais des connaissances annexes sur les tuk-tuk ou sur les classes en général. Donc, la grande idée, enfin l'idée simple, c'est de dire, voilà, les classes, on se dit qu'elles ne sont pas distribuées de la même façon, enfin qu'il y a certaines classes qui sont plus proches que d'autres, enfin, voilà, qu'une voiture est plus proche d'un tuk-tuk que du ciel, qu'un camion ressemble plus à, je sais pas, une caravane, etc. Donc, on peut avoir des idées de comment ces classes et les représentants de ces classes, après numérique, on essaie de traduire numériquement, comme dans les espaces de données de représentation, on va à chaque fois plonger ça dans les grands espaces de représentation. Et grosso modo, on place les classes là-dedans et en fait, on va être capable d'injecter
la classe tuk-tuk dans cet espace de représentation d'une classe, alors qu'on ne l'a jamais vu, mais juste parce qu'on a, par exemple, un graphe de représentation de où est-ce que tuk-tuk doit être placé par rapport aux autres. On a des idées comme ça. Donc, du coup, ça veut dire que potentiellement, quand on va voir, s'il y a une image qui traduit, qui infère sur un pixel et qui trouve une représentation de ce pixel qui a un vecteur qui est extrêmement proche du vecteur tuk-tuk, on va dire bah, c'est un tuk-tuk. Donc, on peut, même si on n'a jamais vu d'image de tuk-tuk, par des informations annexes ou quoi, essayer d'induire en fait les classes de tuk-tuk. Donc, on fait aussi ça. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que le domaine gap, c'est plutôt la façon dont les distributions des entrées varient, mais on peut aussi regarder la façon dont les distributions des sorties varient, en particulier s'il y a des nouvelles sorties, des nouvelles classes, des nouvelles choses qui arrivent. C'est aussi des choses qui sont étudiées avec du machine learning. Alors, je crois que je passe la route. Ça, je crois qu'il faut que j'arrête l'autre d'abord. Ok, j'arrête le partage. Ouais, ok. C'est bon? Voilà. Alors, deuxième aspect, donc alors un peu plus sur. Bon, pour moi, c'est déjà quand même du understanding. Enfin, j'essaie de donner un peu les différentes clés, en tout cas, de ce type de machinerie et de système qu'on déploie et des grands points sur lesquels on travaille. Hein. Il y en a un qui est évidemment, comme je disais, le learning et les data associés au learning. Donc, ça serait le premier aspect. Après, il y a évidemment donc, tous les challenges là-dessus. À partir du moment où c'est un système critique, il y a plein de choses à dire, et en particulier sur tout ce qui va toucher à la safety. Hein, c'est extrêmement important d'être sûr qu'on ne va pas se manger le mur, des choses comme ça. C'est plutôt lié. Alors, il y a plein de choses en machine learning qui cherchent à faire ça, mais globalement, c'est aussi plutôt lié à la certification, bon, qui n'est pas d'explication. Donc, nécessairement, en tout cas, qui peut expliquer les choses, mais pas forcément le système. Donc, ça existe, c'est important. C'est des mots aussi qui ont certainement, et des domaines qui ont des choses à dire par rapport à explicability, le système. Robustness, bien sûr, aussi. Voilà, ce qui est sûr, c'est que grosso modo, les systèmes, on va le revoir après, ce qu'ils font beaucoup, ces systèmes autonomes, donc là, Wizback, ils aiment bien dire qu'ils sont les meilleurs. Waymo, ils sont les meilleurs, pourquoi? Parce qu'ils disent, voilà, nous, on a roulé plus de 20 millions, on a fait 20 millions de kilomètres et on n'a pas eu de problème. On a eu 3 problèmes mineurs, enfin voilà, chacun y va de cette statistique-là. Voilà. Et en plus, éventuellement, on a roulé plus de 15 milliards de kilomètres en simulé, hein, donc dans les simulateurs pour faire ça. Donc, on a cette double compétence et donc on est vraiment très. OK. Et donc, en général, le problème, c'est comme je le disais, hein, c'est une reprise en main du volant. S'il y a une reprise en main du volant, on considère qu'il y a un accident ou quelque chose. Voilà. Bon. Et alors, il y a plein de points sur à quel moment on va dire, par exemple, acceptabilité. Alors là, à quel moment on va accepter, nous, d'entrer dans une voiture? Est-ce que ça va être quand le mec nous dit « Ah bah si, je roule mieux que vous parce que j'ai fait 20 millions », bon, là, on doute que ça ne va pas forcément nous convaincre. Voilà. C'est très flippant. Hein, quand, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une voiture qui roule toute seule, mais quand vous êtes même pas au volant, mais que vous regardez ce qui se passe, c'est assez vertigineux. En fait, hein. Quand c'est dans la vraie vie, c'est assez. Mais on ne le ressent pas sur les avions. Non, on ne ressent pas sur les avions. Non, mais bon, le ciel, c'est plus dégagé. Hein. Dans la banlieue parisienne, les règles sont à peu près respectées aussi avec les autres avions. Dans la banlieue parisienne, c'est moins le cas. Donc, il y a des choses.
Bon. Voilà, mais donc du coup, il y a plein de questions qui se posent. Là c'est des boîtes ouvertes de savoir à qui on doit expliquer pourquoi, que ce soit les lawyers, que ce soit les gens qui croient au système, qui acceptent le système. Il y a plein de choses qui sont mises en place, qui peuvent être, par exemple, dans les voitures, de visualiser un petit peu ce qui se passe. Donc, il y a toutes ces cartes. Hein. Dans les Tesla, on a ces choses-là où on voit du coup l'image qui est vue devant avec les boîtes des voitures qui sont reconnues. Donc là, ça peut être des éléments qui quand même rassurent, hein, qui rajoutent beaucoup de confiance dans le système parce que on va se dire, mais tiens, il voit bien la voiture, tiens, celle-là, il la voit aussi bouger, là, il voit les piétons, et tout ça en temps réel dans le flux. Donc ça, voilà, ça peut être des choses aussi qui participent de quand même l'acceptabilité en fait de ce type de système dans les déploiements. Voilà. Après, on aura des questions sociétales hein, sur à quel moment on va nous dire, vous n'avez plus le droit de conduire. Parce que, voilà, une voiture autonome, il y a 10 fois moins de morts. Donc, il y a un moment, il faut peut-être 100 fois moins. Il y a 100 fois moins de morts si on roule plus en voiture autonome. Bon. Donc, si on a encore envie, il faut quand même voir, hein, les morts sur la route, c'est beaucoup encore, c'est toujours beaucoup. C'est des chiffres qui sont vertigineux, en fait. Alors après, c'est beaucoup déplacé dans des pays comme l'Inde, hein, pour ne pas le citer, mais même si on prend le nombre de morts aux États-Unis, c'est colossal, en fait, sur la route. Voilà. Bon, et puis qui dit mort, on ne dit pas, on ne compte pas nécessairement, mais il y a aussi tous les blessés et qui sont voilà, invalides à vie, etc. Donc, si on prend ce chiffre-là, qui est un peu la destruction de vie, c'est colossal comme chiffre. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura une vraie question de société, à un moment de se dire, bon, bah, je renonce à ma liberté de faire dans ma voiture, mais globalement, on sait qu'on aura 100 fois moins de morts. Voilà. Alors après, on risque de finir dans des sociétés où effectivement, on meurt tous à 90 ans, mais personne ne fait rien. Donc, ne mange rien, ne fait rien, etc. Donc, voilà, bon, bref. En tout cas, le XXe siècle, c'était le siècle de la bagnole, ça c'est sûr. Dans les représentations, et ça on le voit partout. Le XXIe siècle, ça sera autre chose. Voilà, bon. Donc, si on parle d'explication pour ces systèmes, hein, donc là, c'est très focalisé hein, par rapport aux grandes architectures. Éventuellement, on est à parler même là ce matin, typiquement, un peu cette grosse branche by design, hein, même si elle est assez développée. Alors, je dirais qu'elle existe beaucoup hein, dans la voiture de façon peut-être pas explicite sous forme de by design, mais en machine learning. Moi, j'ai une chaire, par exemple, qui s'appelle Visual Understanding, ou je ne sais pas quoi, Beyond ImageNet. C'est comment on met du raisonnement dans les DeepL. Et la grande façon de faire, c'est d'essayer de, by design, hein, concevoir des modules qui sont un peu plus modulaires, où on a des interprétations possibles de plusieurs intermédiaires dans le système. Donc, ça offre des capacités à mieux analyser l'ensemble, à mieux comprendre l'ensemble du système parce que, une fois de plus, hein, grosso modo, la boîte est ouverte, ce n'est pas une grosse black box. Il y a plein d'interfaces qui permettent de comprendre. Okay. Et même dans l'exemple que je montrais tout à l'heure sur la voiture, hein, quand je vous ai montré cette grande étape intermédiaire où on voyait des cartes vues dessus, ça peut être vu comme une espèce d'étape intermédiaire. Si on passe par là, on a beaucoup de clés pour essayer en tout cas, d'analyser, donc d'interpréter le comportement du système avant ou après hein, qui va produire ces cartes. Bon, alors donc en tout cas, on est très post-hoc, hein, enfin là, ok, donc mais post-hoc là-dessus, c'est quand même toujours intéressant. Il y a beaucoup, et c'est essentiellement des méthodes locales. Hein, pour la voiture, il y a très très peu de choses globales. Alors quand même, dans les choses un peu globales, qui sont typiquement, enfin, alors une grande littérature, pas spécialiste, mais des choses qui se rapprochent un petit peu des méthodes prototypes. Alors apparemment, parfois sont classées globales, parfois locales. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. En tout cas, nous, on a vu des auteurs qui mettaient ça pour la voiture un petit peu en global. Et alors, global sous quelle forme? Ça serait l'idée, c'est global par rapport justement par rapport à un type de situation, un ensemble de datasets, un ensemble de situations qui est prise, okay, où on analyse en fait les données d'entrée, on fait des prototypes qui représentent l'ensemble des situations qu'on aura à voir avec le système. Donc, on identifie ces grands prototypes qui sont grosso modo des grandes scènes
okay, et prototypal, d'accord, de ce qui peut arriver, de type d'entrée auquel le système sera confronté quand il sera déployé. Okay. Donc, par exemple, bon, bah, toutes les routes où tournent à droite ou à gauche, enfin, à gauche ou à droite. D'accord. Voilà, et je peux définir un certain nombre de prototypes typiques où voilà, j'ai ma route, il y a des bords comme ça, et je dois prendre la décision de tourner à gauche, c'est la bonne décision parce que je suis dans un virage, disons, ok. Et du coup, une façon, on inventorie un peu comme ça l'ensemble des prototypes nécessaires, et puis on du coup qualifie un modèle, ça sera regarder comment il se comporte sur l'ensemble de ces prototypes. Donc c'est global dans ce sens-là. Voilà. Et après, il y a plein de choses qui arrivent là-dedans qui sont intéressantes, qui peuvent être, on peut le voir peut-être dans ce zoom-là aussi, c'est que les gens sont amusés à quand même aussi travailler sur des déformations possibles de ces entrées. Donc, on a l'entrée prototype, puis après, éventuellement, on s'écarte. Hein, donc, c'est souvent analysé aussi comme le criticisme, c'est-à-dire des exemples un peu critiques qui sont loin du prototype, mais peuvent être loin au sens de déformations qui peuvent être éventuellement faites de façon synthétique. On a des moyens un peu de distordre l'image en rajoutant, par exemple, en baissant le contraste, en saturant le contraste, donc qui pourraient correspondre à des transformations possibles, attendues dans la vraie vie aussi. D'accord. Si on dit, OK, d'un coup, je peux avoir des illuminations qui changent beaucoup, et donc je regarde si mon système est robuste quand même, dans une certaine mesure. Donc, je définis aussi, là, je peux définir un ensemble d'échelles, de transformation acceptable et maximale, disons, et je regarde si mon système se comporte bien ou si au contraire, j'ai trouvé des corner cases, des cas où d'un coup, il se plante. D'accord. Bon. Et donc, ça, typiquement, ça peut servir pour les développeurs pour se dire, bon, bah, il faut que je revoie ma copie parce que dès qu'il y a un peu de nuage, ça ne marche plus, dès que, etc. Voilà, des choses comme ça. Donc, c'est ce qui est illustré. On essaye de faire du brouillard artificiel, de la pluie artificielle. On essaie de décaler un peu comme si, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur ma route, là, je dois tourner. Et ça a été fait avec une vraie voiture. Et en fait, je veux mimiquer le fait que ma voiture, elle aurait été un peu plus sur le bord. Okay, si j'avais cette image-là un peu plus sur le bord, évidemment, il faut que ma voiture, elle tourne aussi de la même façon, voire même un peu plus, parce qu'elle est un peu plus sur le bord. Et ces données réelles, on ne les a pas. Donc, il faut faire retourner une voiture qui va rouler un peu plus sur le bord. Ou alors, sinon, on essaye de faire des transformations en réinterpolant. Si on avait 2 caméras en fait, dans la voiture, pour être capable de décaler et générer cette vue un peu translatée, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Alors, il faut que j'avance quand même. Donc, deuxième grande méthode, vous avez vu ce matin qu'on aime beaucoup. En général, quand on essaie d'expliquer ces boîtes, c'est de faire l'input attribution. Hein, donc, vous avez vu ces cas-là. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pareil, hein, c'est remettre une espèce de poids sur chacune des variables d'entrée par rapport à une décision donnée. Okay, et donc, être capable de dire, pour les chiens et chats qu'on a vus, en fait, si j'allume le chat en sortie, c'est plutôt cette partie-là de l'image qui compte. Si j'allume le chien, c'est plutôt celle-là. Et donc, il y en a plein comme ça où on essaie de faire. Donc, il y a plein de méthodes qui sont basées gradient guidé, contrast excitation, etc. Donc, vous en avez vu un certain nombre ce matin, je pense, qui donnent des résultats plus ou moins intéressants. Donc, le Lime, alors là, en plus, vous allez avoir une version du Lime. Le Lime, il rajoute une approximation du modèle en plus, donc c'est intéressant. Pour la voiture, donc les mêmes NVIDIA, on leur a dit, mais votre système, c'est une boîte noire, c'est horrible, rentrez chez vous, tout vous voir. Ils ont dit, mais si, regardez, moi, en fait, je vous montre comment mon système, il a décidé. Et il a décidé, ici, quand il roule, qu'est-ce qu'il regarde en entrée, c'est quoi les points saillants. Donc, il a appliqué tous les algorithmes de gradient, de machin, de ce que vous voulez. Il dit, voilà, moi, je prends les décisions que j'ai prises, parce que quand je regarde l'image d'entrée, en fait, je vois surtout la ligne. Très important, évidemment, pour suivre la ligne. Je vois aussi les autres véhicules, donc c'est super. Hein, et là, c'est pareil. Donc là, il n'y a pas de ligne au milieu, donc je ne vais pas focaliser sur n'importe quoi. Hein, mais en revanche, j'ai bien les deux côtés, j'ai bien les bords. À chaque fois, je vais détecter les bords, donc soyez convaincus. Hein, ça, c'est que mon système marche bien. Voilà. Alors, après, des stratégies plus complexes. Et là, j'y reviendrai, j'ai un use case un peu là-dessus. En fait, c'est intéressant. Comportement du driver, c'est essayer aussi d'avancer, de dire pourquoi il s'arrête. D'accord. Donc là, la voiture s'arrête et en plus, on a des informations. On sait qu'il s'arrête parce qu'il y a en fait un feu. Alors, là, c'est dommage qu'il s'arrête. Bon,
trouve que là, il est vert, mais OK. Il s'arrête, en tout cas, ou il avance. Enfin, il y a plusieurs cas de situation, hein, et on localise dans l'image la raison pour laquelle. Hein, donc là, on a demandé à des utilisateurs, c'était fait à la main. Là, il s'arrête parce qu'il y a un pédestrien éventuellement. Là, il s'arrête, il pleut, etc. Mais on voit un sign de stop, donc il va s'arrêter. Ici, il s'arrête parce qu'il y a une voiture devant, parce qu'il y a projection, etc. Donc, on fabrique des datasets comme ça qui tentent de donner des explications. Et vous verrez qu'on peut s'amuser avec ça. Mais juste en termes de, si je regarde mon DIP que j'ai entraîné, d'essayer de voir aussi quelles sont les zones qui ont l'air saillantes par rapport à la décision qu'il est en train de prendre, on est plus ou moins convaincu que ça a l'air de faire sortir en tout cas des blobs qui sont bien. Alors, parfois, on est à peu près convaincu, ici, il y a des stops ou quoi, puis des fois, c'est absolument n'importe quoi. D'accord? Donc, et de toute façon, il n'y a pas, ça c'est juste pour convaincre ceux qui veulent y croire, hein, une fois de plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de proof. En fait, c'est histoire de gradient, c'est pas pour autant véridique que l'ensemble de la décision est prise uniquement avec ces points-là. C'est pas. Okay. Oui, question. Excusez-moi, s'il vous plaît. Sur le slide précédent, vous disiez qu'on donnait, on va dire, des annotations en disant que celle-là, c'est l'explication pour les systèmes, pourquoi il s'est arrêté, pourquoi la voiture s'est arrêtée là. Ici, hein, voilà. dans ce cas-là. Pour ces cas-là, là, il n'y a pas. On entraîne le modèle en leur donnant les raisons pour lesquelles, c'est-à-dire en leur donnant les. Non, alors, je vais montrer le cas qui peut être fait après. Non, les systèmes de driving, ils n'ont pas été entraînés pour ça. Ça, c'est justement pour regarder en fait ce qui se passe, qu'on rajoute ces données-là. Et après, vous pouvez avoir un modèle qui va exploiter ces données-là pour essayer de décrire pourquoi on s'est arrêté. Et je vais le décrire, mais ce n'est pas le modèle de driving. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, c'est seulement Object Detection? Ouais. Seulement Ouais. Object Detection, exactement. Okay, d'accord? Ouais. Voilà. OK, donc vous avez vu ce cas-là ce matin, qui est emblématique. Alors, en fait, allez voir le papier, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des discussions. Il est extrêmement intéressant sur. En fait, on demande aux gens de regarder s'ils comprennent, sans voir cette image-là, pourquoi il était mal classé. Après avoir vu cette image-là, on prend les pouls, on comprend qu'ils changent leur décision. Est-ce qu'ils ont plus confiance au système une fois qu'ils ont vu l'interprétation qui est donnée? Parce qu'on dit à quoi ça peut servir? L'interprétation, ça peut servir pour ça. Est-ce qu'on a plus confiance dans le système si je vous donne l'interprétation en plus de la décision, d'accord, qui est faite? Est-ce que vous êtes beaucoup plus confiant qu'il a pris la bonne décision? D'accord? Donc, son mécanisme de prise de décision est correct. Donc, il y a plein de choses dans ce papier qui analyse assez finement sur les utilisateurs, comment ça peut être exploité. Un exemple donc, très récent sur la voiture, qui est très intéressant, c'est un système, alors c'est un toys, mais c'est quand même très, très bien fait. Donc, c'est une grosse équipe de Berkeley, dans la grosse conf de machine learning. On a un scénario où, en fait, grosso modo, on a une image dans la voiture qui filme à la fois un peu l'intérieur de la voiture et ce qui se passe dehors. Le cadre qu'on a, c'est ça. Et dans ce cadre-là, il se trouve qu'il y a évidemment le voyant de frein quand on appuie sur le frein qui est allumé. Donc, si on appuie sur le frein, ça, c'est allumé. Et donc, quand on entraîne un système qui voit beaucoup d'images comme ça, évidemment, quand on commence à freiner, en général, on freine pendant X temps. Donc là, pendant 2000 frames après la première où le frein est pas, le voyant n'est pas allumé, mais dans les 2000 frames qui suivent, il est allumé. Donc, en fait, pendant 2000 frames, on lui donne l'information, quand ce machin-là est allumé, tu freines. D'accord? Donc, lui, il apprend, quand ça c'est allumé, tu freines. Et c'est ça qu'il retient, parce que c'est ça qu'il voit massivement. Les gens, parfois ils l'en voient, parfois ils ne la voient pas, parce que parfois on freine. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il les voit, en tout cas, le cas où il faut freiner, qui est celui-là où on va voir quelqu'un que le frein n'est pas allumé, c'est un conflit pour lui. Il est trop habitué à freiner quand le voyant est allumé. D'accord? La plupart des images qu'il a vues avant pour freiner avaient ce cas-là. Et donc, il y a des cas où il va freiner, s'il voit quelqu'un quand même, il peut très bien avoir des cas où le voyant n'est pas allumé, il ne freine pas. D'accord? Cette espèce de biais qui ferait. Et donc, ça, on peut essayer de le visualiser un peu comme ça, c'est-à-dire essayer de détecter les fameuses spurious correlation qu'il y a, que le système a appris
et que ça peut être des erreurs éventuellement dramatiques si là, il y a un bonhomme et il freine pas. D'accord. Et donc, ils montrent que s'ils corrigent du coup et qu'ils font attention à ce qu'il n'y ait pas dans la caméra, mais juste la partie qui soit extérieure, à ce moment-là, l'information visuelle est prise en compte de façon complètement pertinente. Il n'y a plus cette espèce de biais qui avait été cherché, qu'il a pris, qui est trouvé super discriminant pour activer le frein. Et donc, il va avoir un comportement, dans ce cas-là, qui est bien, il va freiner alors qu'il ne freine pas. OK. Des milliards d'exemples. Pour le traitement du Covid, on a vu ça aussi sur toutes les photographies dans les hôpitaux, on prenait des gens, on faisait des radios des poumons. Les cas sains étaient faits dans un hôpital, les cas non, que sur des enfants, les cas pas sains que sur des adultes. L'inverse, et donc en gros il y a une signature du poumon d'enfant qui est très discriminante, mais qui n'a rien à voir avec le Covid par rapport aux adultes. Donc après, quand on déploie ces systèmes, si c'est un enfant, il dit qu'il est sain, puis si c'est un adulte, il dit qu'il a le Covid, et donc c'est pas très efficace. Voilà. Bon, il y en a tout le temps, mais c'est vrai que c'est le lot. Dès qu'on déploie des systèmes, les pieds train test on les oublie. Enfin, il faut toujours faire attention. Voilà, donc deux use cases. Alors, un qui va tout de suite suivre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire comment on peut ajouter, si j'ai un système qui fait, bon, alors donc là, ce n'est pas de la détection, mais ça peut être de la classification, d'accord, donc il doit me dire dans cette image, bon, ben, c'est un cardinal, ok. Et moi, je vais essayer de rajouter au système this is a cardinal because, donc essayer de donner une interprétation de pourquoi il a dit que c'est un cardinal. D'accord. Donc, je rajoute un deuxième système qui va me dire c'est un cardinal parce qu'il a un nez brillant. D'accord. Alors, il produit une phrase qui va décrire pourquoi il a pris cette décision. Alors, je ne vais pas décrire ce système-là, je vais décrire celui-là. Parce que un système qu'on a fait dans le même genre qui fait la même chose. C'est-à-dire que là, ce n'est pas les cardinaux qui m'intéressent, c'est les voitures. Et la décision, c'est justement exactement les exemples qu'on a vus tout à l'heure. J'ai un certain nombre de décisions qui sont je me suis arrêté parce que. Je me suis arrêté parce que. On peut avoir des décisions. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai mon label, ce que je fais. M'arrêter, tourner à droite, tourner à gauche, continuer, etc. Donc, ça, c'est la prédiction de la sortie. Ça, okay. Et puis, du coup, j'ai les fameuses données dont je parlais tout à l'heure qui sont disponibles, qui sont là, je me suis arrêté parce que, vous savez, il y a une congestion, c'est-à-dire qu'il y a un véhicule qui est devant. Donc, potentiellement, ça serait parce que the car in front is stopped. Ça, ce serait le truc qu'on voudrait. D'accord. Donc, la question, c'est comment on peut coupler une espèce de système qui va faire l'explication à un système qui apprend et qui donne les décisions. Voilà. Et ça, on pense que, par exemple, donc justement, en termes de user-friendly dans la voiture, il y a un truc qui est horrible quand on passe en pilote automatique ou même en aide à la conduite, c'est que parfois, il fait quelque chose et on ne comprend pas pourquoi il fait ça. Donc, si la machine pourrait nous dire, là, je tourne à gauche parce qu'on est en train de dériver, on n'est pas du tout suffisamment bien à droite sur la ligne, ou là, je m'arrête parce que il y a un chien qui traverse à 200 mètres, que moi, il n'a peut-être pas vu, okay, mais que lui a vu, là, c'est super utile. En revanche, s'il se met à freiner et qu'on ne comprend pas, qu'il ne nous dit pas pourquoi, voilà, on peut avoir plein de cas où ça serait super utile, qui commente la décision, que la machine soit capable de commenter la décision dans un mode qu'on comprenne. C'est-à-dire typiquement avec des mots. Donc là, il y a l'idée d'essayer d'aller une explication avec du langage. Alors, on a simplifié d'abord. Quand je dis langage, il y a deux versions dans ce travail-là. Il y a une version où toutes les explications, elles sont quand même juste. Il y a une dizaine de classes qui correspondent à ça. C'est-à-dire, par exemple, pour stopper, on va dire on stoppe, comme on a vu un petit peu, parce qu'il y a des feux rouges, parce que je sais pas quoi, il y a une voiture devant, parce que voilà, il y a un certain nombre on peut les énoncer, il y a, on va dire, 10 catégories 10 raisons de s'arrêter. Okay, 10 raisons de tourner à droite, 10 raisons. Et donc, on met tout ça. Okay, et donc, l'idée, c'est qu'il y a un gros modèle, il y a un gros DIP qui lui conduit. Et on vient rajouter une espèce de bloc qui nous dit pourquoi il conduit comme ça. Donc, vous voyez effectivement le type de. C'est le même.
pour entraîner ce machin-là, il va falloir qu'on ait des données, et il y a des données comme ça. Donc, un type de collègue de Berkeley qui a généré des gros volumes de données qui marchent comme ça. OK? Donc, le gros système, comment il marche? Très simple, on ne s'embête pas, on prend un système deep, là, simple, qui va intégrer un peu d'informations spatio-temporelles, qui va prendre aussi les clignotants, et qui en sortir, donc ça, c'est vraiment pour avoir une photo. Réunit tout ça, il nous donne la trajectoire qu'il faut suivre. D'accord? Bon, ça pourrait être, sinon, on nous donne directement les trucs de commande, on s'en fiche de la sortie, on s'en fiche là du modèle, on a des encodeurs de l'information, on a de la prédiction de la trajectoire, tout ça c'est bien fait, on sait apprendre, peu importe, ce n'est pas l'objet du truc. Ça, c'est ce qui va permettre de faire le modèle de prédiction. Hein, on prend le modèle de Tesla, si vous voulez, on s'en fiche. Et là, nous, on vient rajouter ce modèle, pardon, hein, qui est au-dessus. Okay. Donc, comment on l'ajoute? Qu'est-ce qui se passe? Donc, évidemment, on ne peut pas se baser que sur la décision, c'est ça l'idée. On ne peut pas prendre que la sortie du modèle de driving pour expliquer pourquoi il a pris cette décision, puisque, de fait, il pourrait y avoir une ambiguïté, je m'arrête parce qu'il y a plein de raisons. En fait. Donc, si je prends que le signal de sortie qui me dit freine, ta trajectoire, c'est de diminuer, tu vas t'arrêter, d'accord? Une trajectoire qui ralentit pour s'arrêter, ça ne va pas suffire. Et en général, effectivement, ce qui peut se produire, c'est que cette information, ici, évidemment, qui aboutit au freinage, elle résulte d'un mixage, d'une analyse, de mécanisme de transformation, évidemment, de toute l'information visuelle qui, petit à petit, est digérée pour arriver ici et rematcher, évidemment, avec l'information des blinkers, qui est là, il y a une information qui est ici, tu dois tourner à droite, des choses comme ça. Et tout ça est mis dans un système récurrent, hein, comme on parlait ce matin du GR1, qui vous permet de donner la bonne prédiction. D'accord? Mais quelque part à l'intérieur ici, évidemment, doit émerger, si le système a été bien appris, les features qui sont les bons features pour prendre la bonne décision. C'est-à-dire qu'un bon système deep comme ça, il doit comprendre, en gros, il doit tout de suite tilter quand il voit quand il y a une scène qui est devant lui, c'est une scène de driving, en fait, très vite parce qu'il est entraîné pour ça, lui, il comprend quels sont les éléments importants. Il ne s'intéresse pas aux corbeaux qui volent, il doit être focalisé sur les gros éléments, les voitures qui sont devant dans le champ de vision, les traffic signs et compagnie, il les voit. Donc, ces choses-là, en fait, c'est comme si les détecteurs, ils ont été appris pour faire émerger ces choses. Donc, ils sont quelque part par là où vraiment ils sont très présents. Donc, ici, on peut penser qu'à un certain niveau de la machine, je ne sais pas bien lequel, on va avoir des features perceptuelles intermédiaires qui sont extrêmement pertinents pour justement bien expliquer pourquoi après cette décision elle est prise. Donc, il va pouvoir démélanger si cette décision elle est prise, c'est-à-dire je m'arrête parce qu'effectivement il a vu des trafic 5 ou parce qu'il y a une voiture devant qui freine, etc. D'accord ? Magnifique. Donc, pardon, et donc, voilà, donc on utilise, du coup, on combine. L'intuition, c'est de combiner les deux. Évidemment, dès qu'on parle de deux sources d'informations, c'est jamais évident de les faire coopérer. Hein, donc, il va y avoir une étape de ce qu'on appelle fusion, c'est deux types d'informations. Et puis après, si elles sont fusionnées, en fait, on ira vers une classification. Là, c'est très simple. Hein, donc, à partir de ça, on a à nouveau un petit guide qui nous sort les sorties. Okay, donc, l'effort, il est beaucoup mis dans ce travail-là, mais je vais le passer, mais c'est des choses, à la limite, je vais juste mentionner l'inspiration parce qu'elle est intéressante, c'est-à-dire que pour créer cette machine qui marche bien, en fait, on est parti d'un problème un peu différent, mais qu'on a transposé dans le problème de la voiture, avec le problème du Visual Question Answering, un problème où je vous donne une image à la machine, et je lui pose une question sur l'image, et elle doit me répondre correctement. D'accord ? Est-ce que cette moustache est réelle ? D'accord ? La réponse est non. On ne voit pas bien parce que vous êtes loin, mais si vous vous rapprochez, vous verrez qu'en fait, on l'a dessiné par-dessus. D'accord ? Bon. Et donc, en fait, on a deux types d'informations qu'on cherche à combiner pour prendre les bonnes décisions. Hein, donc, on fait passer des gros machins. Et l'idée, c'est qu'il y a un moment où on les mélange. Okay, cette étape de fusion, dans tous ces modèles-là, ce qui était très intéressant, c'est qu'un modèle de mélange extrêmement efficace et performant, hein, du point de vue du résultat que ça fournit, c'est des modèles bilinéaires. Donc, c'est des modèles qui vont agencer de façon bilinéaire, donc là où on peut avoir des tenseurs de différentes tailles, mais qui sont ça. Une des raisons, moi, je pense, pour lesquelles c'est extrêmement bon, c'est que qui dit bilinéaire dit quand même linéarité, et qui dit linéarité dit que c'est très très bien appris par des rétropropagations de gradients, donc c'est tout à fait backpropagation compatible, et donc très efficace aussi de ce point de vue. Okay, tout en permettant des associations
des combinaisons de features qui sont très pertinentes et qui sont très puissantes, qui sont vraiment des associations très particulières. On peut essayer de faire même des visualisations, de comprendre si, en fait, quand j'ai telle feature, c'est telle autre qui sert. Voilà, et essayer d'avoir des cartes aussi sur ce genre de stratégie. Bon, voilà. En tout cas, on fait tout ça, on met tout ça ensemble, et du coup, on peut fournir, une fois qu'on lance la voiture, donc ici, typiquement, j'ai une voiture, et à chaque étape, en fait, ce que vous voyez ici, c'est à quel point nous, on dit, il va s'arrêter, pourquoi? D'accord? Il va s'arrêter, pourquoi? Une congestion, donc un feu rouge ou un signe, ça je pense c'est un signe dessiné qui est un signe stop, un véhicule qui croise, donc qui s'arrête, bien sûr, des véhicules parqués qui gêneraient, des crossings pédestriens, des choses comme ça. D'accord? Et si vous regardez sur cette scène, en fait, là, vous avez l'indice temporel, et à chaque fois, vous voyez, est-ce que le système, en fait, a trouvé que c'était ça ou ça? Quelle est la classe en fonction de la freine? Okay? En vert, c'est la grande trousse, c'est vraiment ce que le système doit trouver, et en bleu, c'est ce que le système entraîné, comme on l'a vu avant, à partir de ce mixage du système intermédiaire, est capable de faire. D'accord? Voilà, même chose ici. Donc là, il se trompe, mais en fait, il a raison. En fait, c'est la notation qui n'était pas forcément bonne. Donc, c'est que ça existe. Mais ce que vous voyez, c'est qu'ici, ça fit bien. Au final, il va commencer à s'arrêter. C'est ça que vous voyez que ça arrive. Au début, il n'y en a pas. Il conduit, parce qu'il ne voit rien. Et à partir du moment où le signe est visible, ici, là, nous, on ne voit pas tout de suite, mais nous, on le voit très tôt. En fait, il va commencer à décélérer. Et l'explication de pourquoi il décèle, il comprend, en regardant les images, en tout cas, il comprend que c'est un signe et pas les autres choses. Et une fois qu'il a arrêté et qu'il ne bouge plus, c'est quand il voit la caméra passer que, pareil, il active ça. C'est-à-dire que, en tout cas, l'explication, c'est là, je me suis arrêté. Si on le fait parler dans la voiture, il va commencer à décélérer. Il dit, je m'arrête parce que j'ai vu un signe stop. Okay, et il est arrêté et il dit, ah là, non, je ne repars pas parce que j'ai vu un véhicule qui traverse. Et une fois que c'est là, il n'y a plus rien, il dit, bon, ok, maintenant on repart. Je suis d'accord. Oui? Il y a un truc que je n'ai pas très bien compris, c'est que si à un moment donné, il est capable de dire qu'il s'est arrêté parce qu'il a vu un signe stop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dû le labelliser pour qu'il sache ce que c'est un signe stop ou non. Et je n'ai pas très bien compris à quelle étape du processus on lui indique ce genre d'information. Alors, en fait, ce qu'on lui donne, les types de données, il y a deux. Donc, parce qu'il y a deux systèmes. Il y a ton système de driving et puis le système qui est en haut, qui est l'explication, elle est fournie sous forme de classe comme ça. Voilà. Donc, s'il comprend que lui, il doit analyser, voilà, il doit faire en sorte, il doit comprendre en fait qu'il y a un signe stop sur ce type de scène-là. Je veux dire, j'ai compris. En fait, je sais qu'il a compris que c'est un signe stop, mais comment il sait nous dire que c'est un signe stop? Comment il peut. Mais lui, il a les classes en sortie, en fait. Ici, c'est ce que j'ai dit, l'explication, là, elle est donnée par des mots. Mais en fait, ici, on a identifié un certain nombre de classes et on sait dans quelle classe on sera. Et à chaque fois, pour une situation, en fait, cette classe-là, on y aura accès. D'accord? C'est supervisé. L'explication. Oui, l'explication est supervisée. Exactement. OK. Et même après, pour finir, juste, et après, je prends les autres questions, mais pour montrer justement, on peut avoir un autre type de système, c'est-à-dire qu'on a regardé dans un deuxième cas où effectivement les explications maintenant pouvaient être fournies par vraiment du texte. D'accord? Donc, c'est vraiment là, c'est en fait, c'est à chaque fois le driver est commenté. Je m'arrête parce que. Et en fait, ce n'était pas fait exactement comme ça. C'est pour ça qu'il y a aussi des biais considérés. C'est qu'en fait, il y avait la vidéo et quelqu'un commentait la vidéo après coup. Il disait donc, voilà, là, on s'arrête parce que, je ne sais pas quoi, il y a un signe, machin. Donc, ça peut être aussi piloté, l'explication, par des phrases. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, effectivement, en sortie, on a plutôt des choses comme ça. Et on peut entraîner le système. On a fait ça. Donc, sauf qu'évidemment, on a un fameux LSTM en sortie. Donc, on peut générer des phrases. On va générer. Et donc, on peut, selon comment on active ces types de systèmes au moment de la génération, on peut générer des phrases différentes. C'est ça qui est intéressant. On peut mettre des petits pouls de variabilité. Et donc, on arrive à dire, bon, par exemple, ici, je m'arrête parce que trafic has stopped in front because the car. Donc, the car in front stop because. Alors là, c'est pas super bien, mais il y a des endroits où c'est pas mal.
Oui, je crois que c'est là, par exemple. Bon, on peut dire qu'on est arrêté à la fois parce qu'il y a un feu rouge, c'est pas faux, ou évidemment parce qu'il y a une voiture devant, donc de toute façon, on ne peut pas bouger, hein, même si le feu était vert. D'accord? Donc, because traffic is stop at the red light, c'est tout à fait vrai, mais aussi because the light is red, c'est vrai, because the car in front is stop, si c'est vrai. D'accord? Donc là, on a plus de variabilité sur évidemment, puisqu'on a entraîné un système de génération de phrases. Okay. Évidemment, on l'a entraîné en le contrôlant par rapport à des données supervisées. Oui. Ça donne un semblant de raisonnement, mais en même temps, c'est une simulation. Ouais. Est-ce que vous avez considéré les cours en auto-école pour la labelliser? Non, comme je l'ai dit, en fait, c'est toujours un peu le nerf de la guerre hein, sur la labellisation. C'est énorme parce qu'à chaque fois, c'est des gros corpus. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder des milliers d'heures à chaque fois et faire les annotations là-dessus. Donc, typiquement, ça, j'en parle à un moment. Donc, il y a une base quand même de taille assez importante labellisée par ses collègues de Berkeley. En général, on commence par travailler tous là-dessus. Puis après, on se rend compte que c'est pas bien, qu'on aurait mieux fait d'aller voir les auto-écoles, machin. Et puis, on essaie de corriger ça. Mais c'est un coût, quoi. C'est un coût. Donc, si on veut vraiment déployer un système RESA dans la voiture, d'accord, là, c'est une proof of concept déjà. Tiens, est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça peut, il faut convaincre après les gens que, tiens, vas-y, mettons l'argent sur la table parce qu'il y a un vrai intérêt à mieux expliquer, en tout cas, ou à essayer de mieux interfacer hein, le système avec l'utilisateur. Ouais, Nicolas. Il y avait quelques questions en ligne, je sais Ouais. pas si tu peux les voir, je peux les lire. Sinon... Non, je ne les vois pas. Le modèle qui génère l'explication et celui qui actionne le véhicule sont-ils liés autrement que par le partage de l'entrée, feature level? Autrement dit, chacun font-ils leur propre prédiction sans que celle de l'explication soit nécessairement en phase avec les features exploitées qui ont conduit à l'action décrite? Alors, ils sont dans l'architecture, elle est faite de telle sorte que quand même l'explication, elle dépend beaucoup du module de driving. Hein. C'est-à-dire que ça va comme ça. C'est-à-dire que le module de driving ne dépend pas du tout de l'explication, ça c'est clair. Dans le feed-forward, c'est-à-dire que quand lui doit conduire, il regarde ça, on traverse le réseau et ça sort. Okay. En revanche, le module d'explication, lui, il y a tout ce réseau qui est traversé, et en même temps qu'il est traversé, il y a deux branches qui reviennent, qui sont utilisées, qui sont à la fois la branche un peu la sortie, genre qu'est-ce que tu es en train de faire, et l'espèce de motivation plus fine de pourquoi tu es en train de faire ça, en fait, elle est aussi récupérée au mid-level, hein, c'est ça, mais les deux informations sont mélangées dans le deuxième réseau. Okay. Maintenant, la question, elle est aussi, est-ce que finalement, donc il y a une partie quand même, enfin, en gros, ça bénéficie de tout le premier réseau, ce qui n'est pas l'autre et le premier de rien du deuxième. En revanche, effectivement, on peut se demander si on peut aussi apprendre tout ça ensemble et donc essayer de bénéficier aussi de la qualité ou simplement du fait qu'on a des données supervisées ici pour essayer d'améliorer ou pas l'apprentissage de cette chose-là. Bon. En général, on ne préfère pas le faire. Voilà, c'est sûrement à tester. Ouais. Très bien. Après. Merci. Il y avait une autre question sur l'aspect why not. Est-ce que le système peut aussi générer des explications pour dire pourquoi elle ne s'est pas arrêtée alors qu'elle aurait dû s'arrêter? Ouais. Alors là, elle génère que l'explication de ce qu'elle fait. D'accord. Si ce qu'elle fait, c'est pas bon, effectivement, elle le sait pas. En tout cas, elle l'analyse pas. Elle commande juste pourquoi elle a pris cette décision. Elle n'est pas capable, effectivement, dans ce système, d'essayer d'analyser si sa décision était bonne ou pas. Okay. Alors, ceci dit, c'est tout à fait pertinent, c'est-à-dire qu'on peut, on a d'autres travaux que je cite à la fin qui réfléchissent à effectivement juste un module qui vient sur un premier module type, qui est vu comme une boîte fermée, bien on fait aussi des connexions à l'intérieur, mais disons qu'il va être analysé du point de vue de la qualité de sa prédiction. C'est-à-dire qu'on peut rajouter un DIP sur un premier DIP qui l'observe, donc le deuxième observe le premier, juste pour savoir si les prédictions que fait le premier sont fiables ou pas.
et avoir un deuxième type qui va critiquer la fiabilité de la prédiction du premier. Donc, c'est possible. Donc, après, on pourrait effectivement imaginer de combiner les deux, à la fois failure detection et explication, en tout cas, du cas qui a été décidé. Et donc, éventuellement, aller plus loin, si on regardait, si on aurait pu, enfin, pourquoi on n'a pas pris l'autre décision. Oui. Je pense que ça a une relation avec la finalité de l'explication. Parce que si on veut expliquer une wrong decision, une fausse, une décision erronée, ou bien une bonne décision, ça dépend de la finalité vraiment de ce qu'on veut expliquer. Oui. Ça, c'est de un. Par contre, moi, j'ai une question, j'ai du mal à voir l'explication en tant que tâche d'apprentissage, une nouvelle tâche d'apprentissage. Alors que pour nous, le problème déjà, c'est d'expliquer un modèle qui apprend. Alors qu'on rajoute une couche qui apprend à expliquer, donc elle devra être probablement expliquée. Ça, c'est votre problème, du coup, l'explication. Mais oui, enfin, le cas pratique dans la voiture, d'essayer d'avoir une machine qui analyse une autre et qui nous donne une information qui est intelligible, en fait, c'est ça, après, c'est la modalité de l'explication qu'on va faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'apprendre, parce que ce n'est pas trivial, c'est-à-dire que c'est en fonction d'une observation, en mettant des sondes sur un réseau, c'est pas évident, personne ne sait bien donc justement à quel endroit il faut aller voir, pourquoi il faut aller voir ça, pourquoi c'est ça combiné avec ça qui marche. Et donc l'idée, c'est de l'apprendre. En fait, au lieu de dire, bon, on ne peut pas le faire parce que c'est des valeurs comme ça et je ne vais pas regarder le 123e composante du machin et tout ça, on dit, ouais, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas mettre des sondes et se dire, OK, moi, je vais vous faire un système. En revanche, la décision à chaque fois, je peux la mesurer, en tout cas, je peux la superviser, je peux essayer je la connais. Et donc, pourquoi pas la prendre? Et la finalité n'est pas la même, quoi. Quand même, si je rejoins le collègue, c'est que là, vous semblez faire un mapping one-to-one entre une phrase explicative et mais vous n'êtes pas en train de produire un modèle comportemental. Donc, du coup, il y a un truc qui me. Peut-être c'est ça. Oui. Oui, je me suis mal exprimé. J'ai l'impression que c'est inhérent au fait qu'on traite parce que des images. On se limite à des explications prédéfinies en bas. Explique la tâche, c'est pas le modèle. Les décisions. Quand même, pour expliquer la tâche, pourquoi je m'arrête, comme l'entrée de l'explication, c'est le modèle, c'est intimement lié au comportement du modèle. Dès que je change le modèle, je n'aurai pas les mêmes interprétations. Donc, je caractérise le modèle quand même. Non, mais je caractérise le modèle. Après, la qualité de ce que je fais, ça, c'est autre chose. Il n'y a pas de forme interprétable de ce modèle intermédiaire. Là, vous dites que vous êtes allé chercher dans les couches intermédiaires, mais voilà, il se réfère à quoi? Pour l'instant, c'est des features qui pop. Voilà, super. C'est des features qui sont censées quand même qui ont analysé l'image. Donc, c'est un certain niveau de features qui caractérisent le contenu de l'image. C'est ça qu'on sait. Donc, c'est des choses qui sont quand même en rapport avec le contenu de l'image, qui a été condensé, un peu ramassé. Ce n'est pas l'image brute, ce n'est pas la décision. C'est des espèces d'analyse du contenu quand même de ce qu'il y a. Donc, c'est vrai que ce n'est pas interprétable, justement. Alors, il y a plein de façons d'essayer de les reprojeter dans des dimensions qui sont interprétables, etc., où vraiment on ferait ça. Là, on prend l'option de dire non, je vais connecter à un réseau qui, lui, va analyser. Donc, ça, ce n'est pas interprétable, mais en revanche, lui, il va mâcher ça pour me dire là, c'est ça qui s'est produit. Oui. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'on fait, quand on dit image captioning, donc on décrit la photo, est-ce qu'on fait image captioning pour chaque frame? Je ne sais pas si c'est de l'image caption. Donc, comme entrée, c'est ce que j'ai cru, qu'on fait image captioning pour chaque frame et ensuite on les fait entrer au LSTM. Donc, là-bas, il y aura la mémorisation de tout ce qui se passe au bout du temps. Mais est-ce que c'est vrai? Oui, mais il apprend le LSTM, il apprend une fois de plus, il apprend bien sûr le match au moment du train, c'est ce genre de choses pour lui donner des indications, voilà, qui sont à la phrase de pourquoi, mais une fois de plus, vous voyez ça de façon formelle comme une classe.
Okay, et en entrée, il a le réseau avec ses décisions qu'il connaît. Okay. Et ses niveaux intermédiaires. Et normalement, le temps, c'est pour combien? Est-ce que vous avez une idée? Là, le LSTM, il n'est pas temporel. Hein. Le réseau, lui, il est temporel. Ouais. Oui, pour, ouais, je ne l'ai plus en tête. Parce que pour chaque entrée, on a une décision. Oui. La décision peut être oui. rien faire. Oui. La décision. Oui, mais là, bon, comme je l'ai mis, bon, c'est quand même très. On se fixe après, on évalue à un moment donné. Mais oui, tu as raison. Après, on pourrait faire de l'intégration de tout ça temporellement. Ouais. J'ai encore un deuxième use case que je veux quand même passer en 2 minutes. Mais allez. Est-ce qu'il y a un avantage clair à entraîner un premier modèle pour la conduite et ensuite un second qui va analyser les couches intermédiaires du premier pour prédire l'explication par rapport à utiliser un seul modèle qui prédirait à la fois l'action de conduite et l'explication Ouais, ça reprend un peu la question de tout à l'heure. Je n'ai pas de réponse absolue. On peut essayer de les apprendre en end-to-end et puis dire, OK, c'est un seul réseau qui fait tout et c'est génial. Et ça aurait effectivement la préférence des gens qui vont être extrêmement côté learning. Plus j'ai des données à noter, plus j'ai être fin sur le modèle. Donc, plus le truc que je vais apprendre est mien. Donc, je pourrais bénéficier de cette expertise, de superviser à tout niveau. Donc, j'ai intérêt à faire ça. Et après, il y a des autres qui disent, ouais, mais enfin, moi, je veux en fait regarder vraiment le comportement d'un réseau. Donc, je veux bien séparer les deux. À la fin, je ne veux pas toucher au modèle de Norris. C'est quand même plus intéressant d'un point de vue explicabilité de ce second modèle qui vient d'être ajouté. Donc, séparé ou pas, du point de vue explicabilité? J'imagine que séparé, c'est plus intéressant. Ouais. Mais là, pensez-le, hein, vraiment, moi, ce que je voulais faire, c'est le Alexa dans la voiture. Hein. Donc, j'ai ma voiture qui roule, et elle me dit, bon, ben là, je freine parce que j'ai vu un stop. Voilà, le truc qui nous manque, quoi. Et du coup, j'avais une question un peu très rapide. Est-ce que du coup, on peut imaginer avoir quelque chose de plus général qui permette de se greffer à d'autres modèles qui avaient déjà été entraînés, peut-être avec des architectures légèrement différentes? Oui, alors bon, là, on rejoint la question de justement, du coup, quand on ouvre, si on vient à tel est-ce qu'on n'est pas dans le milieu de nulle part et qu'on ne sait pas quelle feature on regarde, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut savoir quel type de features un peu intermédiaires sont vraiment pertinents pour aller vers vers de l'explication. Hein. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a fait ça un peu empiriquement, c'est-à-dire qu'on a regardé à différents niveaux et on voit bien qu'il y a certains niveaux qui sont plus pertinents pour faire ça, c'est-à-dire qui performent beaucoup mieux, qui expliquent beaucoup mieux. Si on est trop près de la tête, tout est trop mélangé, on n'arrive pas. Et si on est bien au milieu, les features sont séparées et on les voit déjà bien. Donc voilà, on a plein de choses comme ça qui montrent qu'il y a des endroits. Après, voilà, dans les gros systèmes, on l'a vu avec Tesla, ce que je vous montrais, hein, il y a des traitements indépendants. Après, il y a des remixes ensemble, les choses sont mixées. Après, voilà, il y a différents étages dont on commence à appréhender un peu les tenants et les aboutissants, mais c'est pas figé dans le marbre. Ça va être très vite. Bon, alors, en 2 minutes, on a regardé donc là, plus récemment, un autre problème un peu rigolo que j'ai mis aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait du contrefactuel. Donc, qu'est-ce que pourrait être le contrefactuel dans notre cas, à nous? Typiquement, enfin, un des cas qui pourrait nous intéresser sur la voiture, c'est le cas suivant. Bon, où est-ce qu'il est? Je crois que tu l'avais sur le slide d'avant. Ouais, mais je voulais un exemple visuel tout de suite. Ah oui, d'accord. Non, ça c'est après. Est-ce qu'il est? Tac, tac. Ouais, ça peut être. Ok, bon. Donc la problématique, en tout cas, enfin, je l'ai mis là. On a une image, par exemple, la voiture là, elle s'est arrêtée. Et donc la décision, c'est s'arrêter. Hein, c'est pareil, j'ai mon système de driving. Il dit ok, là je ne bouge pas. Ok. Ou j'avance. D'accord. Et moi, j'aimerais, donc là, je vous dis, une image fixe, hein, dire comment je peux transformer cette image, c'est-à-dire faire du coup une scène qui n'existe pas, mais donc contrefactuelle, mais qui, du coup, évidemment, contrefactuelle, c'est-à-dire qui provoquerait une autre action de ma part. C'est-à-dire qui ferait que je décide d'avancer alors que avant je vais m'arrêter, ou qui décide de tourner à droite alors que j'ai dit va tout droit, etc. D'accord. Donc la problématique, c'est ça. Donc j'ai entendu ce matin, c'est quoi la différence avec un exemple adversaire? Donc là, on a une très bonne illustration de la différence avec un exemple adversaire. Vous avez votre image, il y a un feu rouge, la décision. Donc vous avez un système de conduite qui vous dit je m'arrête. D'accord. Voilà.
la décision du système, hein, c'est stop. D'accord? Feu rouge, OK, tout va bien. Bon. Vous cherchez un exemple adversaire de ça. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cherchez à agiter un petit peu votre image d'entrée de façon imperceptible, on va dire à l'œil nu, de telle sorte que ça change la décision. Donc, ça change ma classe en sortie. D'un coup, il passe de s'arrêter à j'avance. D'accord? Vous regardez l'image de départ, elle a l'air contrefactuelle parce qu'effectivement, elle provoque une action qui est différente, mais on ne voit pas la différence. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple adversaire. Un vrai exemple contrefactuel, c'est que ça serait, en tout cas dans cette définition, ça serait, il se passe quelque chose dans l'image, mais mon image, par exemple, elle reste typiquement plausible. C'est-à-dire qu'il y a des transformations qui ne sont pas forcément imperceptibles. Ce n'est pas le problème d'optimisation de trouver un adversaire. C'est d'avoir une modification dans l'image qui peut être visible, mais qui fait sens, qui est plausible, et qui va provoquer effectivement une action différente. Donc, on n'en est pas au niveau vraiment de contrefactuel au sens où j'aurai un certain nombre d'actions que je pourrais définir d'où, je ne sais pas quoi, sur mon entrée. Ça serait une vraie action, parce que là, on est dans le monde continu de l'image, on n'est pas dans d'autres types de données. Donc, voilà, ce n'est pas aussi formalisé que les opérations contrefactuelles qu'on peut voir dans d'autres domaines, mais quand même, on essaie de traduire cette idée de le changement, il doit être plausible, c'est-à-dire que l'image transformée, typiquement, par exemple, ça doit être une image, si j'avais, comme tout à l'heure, du coup, un générateur, un discriminateur, c'est-à-dire que j'apprends à générer des images, donc j'ai un générateur d'images, d'accord ? La nouvelle image que j'ai, ce générateur, en fait, il doit me dire qu'elle est plausible, c'est-à-dire le discriminateur que j'utiliserai avec ce générateur, il devrait me dire, ah bah oui, c'est une image plausible, c'est une vraie image. Quand vous mettez des images de type adversaire, en général, le discriminateur il vous dit, oh, l'image, elle n'est pas plausible au sens de ma discrimination. OK? Donc, pour le dire vite, si vous regardez, en fait, ce qu'on fait maintenant pour représenter les images, on peut passer pour une image originale, on sait très bien faire un encodeur, on arrive dans un espèce d'espace latent, un peu plus symbolique, pas trop encore, mais quand même un peu plus structuré. Et à partir de cet espace latent, on sait revenir par un générateur, d'accord, qui va nous générer une image. Donc, si je n'ai rien touché, par exemple, typiquement, je fais ce qu'on appelle un encodeur-décodeur. Je suis très content, c'est-à-dire j'apprends simplement à représenter mon image dans un espace éventuellement de taille réduite ou un peu structuré et à être capable de régénérer, c'est-à-dire reconstruire la même image. Ça, c'est vieux comme le monde. Mais après, avec les vrais générateurs maintenant d'aujourd'hui, on sait aussi faire juste de la génération conditionnelle, c'est-à-dire qu'à partir de certains features qu'on met là et qu'on peut bouger, ça va, en activant juste le générateur, générer des nouvelles images qui sont toujours plausibles. Okay, donc maintenant, je peux partir d'une image comme là, aller dans un espace dans lequel je vais bouger un petit peu, donc c'est là où je me déplace, et en me déplaçant ici, je vais générer des images qui ont des modifications significatives du point de vue sémantique. Par exemple, là, j'ai allumé les feux rouges dans l'image de devant, d'accord ? Et du coup, avoir, si je passe dans mon système de conduite, une décision qui serait éventuellement très différente de celle que j'aurais pu prendre sur l'image originale. D'accord ? Vous voyez l'idée ? C'est ici, ma voiture avant, qui est devant, elle avance. Donc, ces phares de stop ne sont pas allumés. Okay, si je crée un modèle où je me dis optimise, donc je déforme un petit peu ce feature-là pour générer une nouvelle image qui doit évidemment être plausible. Donc ça, elle est plausible grâce au coût adversaire, mais qui en même temps va changer ma décision. Ben là, il doit essayer de comprendre, et je backpropage tout ça pour aller déformer le Z de cette façon-là, qu'il faut qu'il touche à des choses qui, d'une certaine façon, sémantiquement, en fait, structurent pourquoi le victime modèle prend la décision. Et si le système est bon, le victime modèle prend la décision parce qu'en fait, la voiture qui est devant, et ses feux rouges, ils sont allumés. Ses feux stop sont allumés. OK ? Voilà, et c'est ce genre de systèmes qui sont maintenant, pour des scènes complexes, en fait, on ne les fait pas juste avec une image pour vraiment être capable de modéliser, parce que les générateurs d'images sont très, très bons, mais sauf sur des scènes complexes. On utilise maintenant des générateurs aussi conditionnés avec des masques de segmentation dans la répartition des objets. Donc, on a tout ça, c'est des gros schémas qui existent très bien, et on peut faire ça. Et donc, juste pour finir, pour vous montrer des exemples de ce que ça veut dire, 2 types de bases. Je monte tout de suite sur évidemment les grosses bases de visage, parce que les générateurs les plus puissants, ils ont été faits, donc les GAN, les StyleGAN et compagnie, ils ont été faits dans ce contexte-là. Donc, vous avez une image, vous avez évidemment la distribution qui est acquise. Ici, vous avez la reconstruction de l'image au départ. Donc là, je suis juste passé dans mon encodeur-décodeur. Et maintenant, je dis,
que je veux tromper maintenant, c'est-à-dire que je veux modifier en fait, cette image via les aides latents de telle sorte à ce que le victim model, c'est-à-dire qu'il me dit si c'est un mâle, une femme ou un homme ou une femme, enfin, voilà, soit trompé. Et soit trompé plus ou moins fort. Donc là, c'est un peu féminisé, beaucoup féminisé. Okay, un peu féminisé. Donc, je commence à le tromper en lui disant, voilà, tu dois vraiment, le victime modèle, commencer à vraiment dire c'est une femme. Et la même chose pour jeune vieux. Donc, j'ai un victime modèle qui est un deuxième, il me dit que c'est un jeune, et je le déplace, d'accord? Donc, je lui dis, non, l'objectif, c'est que maintenant, tu trouves que c'est un vieux, et tu dois aller déformer, non pas l'image, mais le Z qui va te servir après à générer l'image pour vieillir. Et donc, c'est en ça que c'est assez différent évidemment, un adversaire, parce que les changements, ils sont très visibles, okay, dans cette image-là. Ils sont très succincts ou très peu importants dans l'espace induit d'avant, mais parce que les distributions ne sont pas, mais il peut être très important. D'accord? Et donc, on construit des exemples contrefactuels, effectivement, par rapport à une décision d'un modèle donné. Et donc, nous, on a essayé de faire ça sur les voitures. C'est quand même plus dur. Mais là, 2-3 exemples de choses qui commencent à bien marcher. Celui que je vais vous montrer ici, vraiment, la vraie voiture à l'avance, elle est dans un flou. Il ne se passe rien. Il y a une voiture qui avance devant. Okay, si on active ce type de transformation pour dire arrête-toi, qu'est-ce qui va changer dans l'image? On arrive à avoir des choses comme ça. On voit non seulement les phares arrière de la voiture qui sont allumés, mais aussi, tant qu'à faire, le feu qui est un peu plus loin, il devient tout rouge aussi. Okay, bon, voilà, même chose ici, les feux passent au rouge, les choses s'allument. Donc, en fait, tout ce qui peut correspondre à d'un coup, je vais m'arrêter, ça va changer. Et à l'inverse, si j'avais un feu rouge, il s'arrête et qu'on lui dit non, maintenant tu dois avancer, ce qui est sûr, c'est que les feux deviennent ouverts ou noirs. Et que, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur le fait que, du coup, ces déformations sont contrôlées dans des espaces latents qui vont ensuite amener à générer des nouvelles images qui seront contrefactuelles. Voilà. Bon, je m'arrête là-dessus. Ça marche plus ou moins bien. Donc, il y a plein de cas, plein de différents. Et une des utilisations de ce système, c'est pour essayer aussi de comprendre, une fois de plus, c'est on va faire tourner ça pour un certain modèle et on va essayer de voir, en fait, si on comprend, lui, les particularités qu'il a pour prendre sa décision. Est-ce qu'on observe des choses que c'est bien, effectivement, typiquement, quand les feux passent au vert, qu'il décide, ça c'est un comportement qui nous paraît tout à fait pertinent. En revanche, si il commence à décider de passer au vert parce que, j'en sais rien, avec des fenêtres vertes qui apparaissent sur les murs, là on va se dire, bon, il a un problème. C'est-à-dire qu'il a pris une corrélation de couleurs, de machin, mais qui n'est pas pertinente dans les images. Donc, ça peut nous aider à robustifier l'analyse et la vision et la compréhension qu'on peut avoir de comment les systèmes prennent leurs décisions. OK. Voilà, je m'arrête là. Merci. Très bien, merci beaucoup. On peut prendre quelques questions supplémentaires. Questions il y a. Oui. J'aurais une question, c'est que sur l'exemple de contrefactuel. Oui, contrefactuel, oui. Oui, du coup, là, l'explication, c'est fourni en comparaison des différents visuels. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas le moyen d'expliquer. C'est l'étape d'après. Ouais, c'est une étape d'après, je trouve. C'est-à-dire qu'à partir de ça, une fois qu'on documente ça, on peut essayer de regarder alors deux choses. On peut essayer de regarder sur les images, quand même, de voir les blocs qui ont changé, les choses qui ont changé, est-ce que ça correspond, et faire une analyse un peu statistique de qu'est-ce qui change et pourquoi, et est-ce que ça a l'air de correspondre, par exemple, systématiquement au traffic sign, aux panneaux de signalisation sur la route. On peut imaginer des choses comme ça. L'autre grosse analyse qu'on peut essayer de faire, c'est sur les caractéristiques latentes aussi, pour essayer de trouver si c'est des facteurs qui peuvent être interprétés, effectivement, comme étant extrêmement important dans le modèle de génération en fait, parce que ici les facteurs, je n'ai pas eu le temps de le décrire, mais chaque facteur correspond à une classe. Donc j'ai un facteur qui est un vecteur, mais qui est pour la classe voiture, qui est pour la classe traffic sign. Donc on peut essayer de regarder là-dedans si lesquels bougent et pourquoi ils bougent, et donc donner effectivement plus d'analyse sur qu'est-ce qui s'est passé. Pour l'instant, l'algorithme, ça vise à trouver juste quelques exemples
Oui, bah, ça vise à vraiment donner des exemples contrefactuels séduisants. On va dire ça. Vous pourriez utiliser justement votre modèle d'explication par l'extérieur, qui était appris sur ces espaces latents un petit peu. Ouais. Ouais, alors, ouais. Bon, ça complique, mais oui, il y a vraiment deux faits, de toute façon. Là, on est plus sur une analyse génération, espace latent pour la génération. Et de fait, bien sûr, il y a aussi les espaces latents associés à l'analyse. Est-ce qu'ils sont strictement équivalents? C'est compliqué, quoi, parce que la reverse, la réciprocité, l'inversion des modèles, c'est pas trivial. Moi, une question, c'est que si j'ai pas mal compris, les explications, c'est pour l'utilisateur. Par exemple, j'achète, c'est pourquoi, blablabla. Et maintenant, donc, on sait quoi on va expliquer. Ma question, c'est que quand on va expliquer, c'est que c'est après l'action prise ou avant l'action prise. Et aussi la fréquence. Si par exemple, en voiture autonome, il y a plein d'actions qu'on va prendre. Donc, il y a action normale qui n'est pas normale. C'est quoi la fréquence? Oui, absolument. Dans les deux systèmes que j'ai montrés, effectivement, il y a un système qui peut être fait en ligne. Il y a un système qui marche en ligne, donc qui prend juste l'information passée et qui peut produire ou tenter l'explication. Voilà. On peut imaginer de décaler un petit peu, c'est-à-dire qu'il a cette anticipation, c'est-à-dire qu'il peut avoir des choses, donc on peut, effectivement, dans ce cas-là, puisqu'il est en ligne, dire dans une seconde, je vais freiner parce que, voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème, on peut le faire. En revanche, le deuxième système, en fonction de la façon dont les données étaient réparties, la façon dont ça a été fait, c'est un système qui est offline. Donc effectivement, celui-là, il n'est pas opérationnel comme ça en prédiction. Mais oui, c'est un vrai problème, c'est une vraie question. Ouais. Et moi, c'est une question qui peut générale. Je voulais savoir si vous avez dit que si tout le monde conduisait des voitures, si tout le monde avait des voitures autonomes, il y aurait moins d'accidents. Je voulais savoir si ça prenait en compte le fait que les réseaux neuronaux peuvent facilement être attaqués avec justement des attaques adversaires, par exemple. Il y a plein de façons de parer les attaques adversaires. Voilà. Après, ces systèmes, disons, la sécurité. Pour moi, ça rentre dans la grande sécurité des systèmes. C'est-à-dire que les systèmes sont attaqués de plein de façons. On peut les attaquer en allant effectivement patcher sur un stop, un espèce de signe bizarre qu'on sait qui attaque pas mal, enfin, qui va du coup fabriquer une image qui sera adversaire à cause de ce patch pour tel type de système. C'est là où du coup les constructeurs disent donc du coup nous on ne donne plus les systèmes que nous on a entraînés. Parce qu'en général, les attaques dépendent des systèmes entraînés. Elles sont fabriquées pour certains systèmes. Elles vont bien marcher pour certains systèmes. Donc, les systèmes qui sont déployés vraiment dans les voitures, les paramètres ne sont plus fournis de ces systèmes-là. Donc, ils sont beaucoup moins attaquables. Mais pas que. Je veux dire, il y a plein de façons d'attaquer. La sécurité, si quelqu'un peut se connecter, si quelqu'un peut... Voilà, il y a plein de façons d'attaquer le signal et de le tromper. Si quelqu'un... Voilà, on peut intervenir de plein de façons. Donc, disons, ça rentre dans la grande chaîne de sécurisation de ces systèmes-là. J'aurais dû formuler la question avant de parler. Je veux juste, c'est très intéressant, c'est la proximité, le fait qu'on encourage la déformation à être la plus petite possible. Ouais. Parce que je me disais, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de cette information comme outil de débugage? C'est-à-dire que si l'utilisateur s'attendait à autre chose, dit par exemple, pourquoi tu t'es arrêté, je voulais que tu avances, on a le contrefactuel et machin. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser du coup la proximité avec l'image de base pour dire quelle est la probabilité que en fait, l'utilisateur ait raison? Parce que l'absurdité un peu de ce matin. Ouais, je pense est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est. Alors, est-ce que ça a un sens sûrement? C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que on peut essayer de regarder, ça c'est sûr. Ici, on a la main aussi, nous, pour optimiser, pour dire par exemple, donc s'arrêter, qu'est-ce qui se passe si je veux que tu ailles à droite, que tu démarres, que tu ailles à gauche. Donc, et pour chacune de ces exemples contrefactuels qu'on va du coup fabriquer, on peut regarder comment
ces aides qui sont peu déformées, mais lesquelles sont déformées et pourquoi. Et du coup, essayer d'avoir une interprétation, genre, bon, bah, en fait, si, enfin, tu n'as pas tourné à droite parce que vraisemblablement, je sais pas moi, le marquage ou quelque chose qui devrait correspondre au marquage n'est pas suffisamment. Enfin, voilà, on peut imaginer. En fait, c'est que je me disais que ça, c'est déjà le contexte, vu que c'est des images, c'est interprétable de base. Ouais. Mais que j'imagine que ce genre de logique, ce genre d'architecture peut s'utiliser pour d'autres genres de données. Et je me disais, justement, quand c'est des données qui seraient beaucoup moins anonymes, je trouve que c'est une information vraiment super utile de donner à l'utilisateur, parce que du coup, c'est pas si dans un autre contexte, ce n'est pas si évident de voir, bah oui, ces feux sont allumés, du coup, oui, bien sûr qu'il faut s'arrêter. Ok. D'accord. Si c'est pas une image, c'est une information. Ok. Ok, super. Merci. Il n'y a plus qu'à. Ouais, merci. Ok, merci à vous.